Bon. Bonjour à tous, man. Purée. Bon. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans ce live. C'est vrai que hier et avant-hier, j'ai pas fait de live, contrairement à d'habitude. Merci à toutes les personnes qui aiment le live, qui le partagent, le republient, le commentent dans le reste des personnes. C'est la bonne humeur et font des cadeaux. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le vol de l'étoile, en fait. Le vol d'étoile, on va parler globalement de magie noire, de mauvaise sorcellerie, de pratiques négatives. Ça va être un peu ça, le sujet du jour. Je rappelle que si vous avez besoin de mes services, vous pouvez me contacter en privé. Vous pouvez également passer par mon lien en description. Je suis disponible jusqu'à du coup demain pour des travaux. De la même manière, vous pouvez aller donner de la force à ma chaîne TikTok et à mes autres chaînes via mon lien en description. Qu'est-ce donc que c'est intéressant. Bref, merci pour les likes, merci pour les partages et republications. Aujourd'hui, sujet du jour, comme je disais, le vol d'étoiles, en tout cas le vol, tout ce qui va être en gros là, ce genre de pratique. Déjà, il faut comprendre fondamentalement que quand on parle de voler l'étoile, c'est une manière de dire, mais ce n'est pas très précis, d'accord? Parce qu'on ne peut pas voler une étoile d'une personne, c'est pas possible. On peut la vider. Quand on parlait de voler l'étoile, en fait, on parle de vidage de l'énergie. Parce que, pour représenter les choses simplement, d'ailleurs, il faudra vraiment que je m'achète un tableau pour ça. On va représenter les choses assez simplement. Donc, imaginons un être humain. L'être humain, il est là, il a son aura. Bon, on va pas rentrer dans les détails. Dans son aura, il y a quoi? Il y a les circulations d'énergie dans son corps, il y a les entités avec qui il est en affinité, il y a ses chakras, il y a la totale. Ok. Donc, là, vous avez à peu près un être humain, vous voyez, l'humain avec son aura autour. Il y a l'aura, dans l'aura de la personne, il y a toutes les entités avec qui il est en affinité, il y a ses connexions, il y a son état intérieur, il y a tout ça. Il y a ses chakras, il y a la totale. Eh bien, dans l'aura d'une personne, au-dessus de sa tête, on va trouver ce qu'on va appeler une étoile, d'accord? Il faut savoir que chaque personne naît avec au moins une étoile. Qu'est-ce qu'on appelle l'étoile? L'étoile, c'est-à-dire que c'est une bénédiction, on va dire une grâce céleste. Parce que chaque être qui est envoyé sur Terre est envoyé avec une grâce. Mais l'étoile n'est pas toujours visible. Petite précision, des fois elle peut être voilée pour protéger l'individu. Des fois, elle peut être justement inactive pour différentes raisons ou elle ne s'activera que dans un moment précis, à un certain âge, par exemple. Quand on dit que quelqu'un est avec une forte étoile, ça veut dire que la grâce qu'il a est déjà active et elle est forte. Bonjour à Toby Cool. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc, vous voyez, en gros, on va dire l'étoile, elle se trouve en généralement quand on regarde quelqu'un, vous voyez, quand on regarde quelqu'un avec la double vue, quand on voit les courants énergétiques et éthériques, ce qu'on va voir, c'est qu'au-dessus de la tête de cette personne, on va souvent voir une étoile. Après, il faut savoir qu'une personne peut avoir plusieurs étoiles. C'est pour ça qu'il y a des représentations de certaines déités qui sont représentées avec une couronne d'étoiles, d'accord? Ça représente qu'elle a plusieurs grâces. On peut également voir l'étoile apparaître, ou tout du moins le rayon de cette étoile apparaître sur une partie du corps. Par exemple, ça peut être une grâce, soit en fait tu vas devoir observer l'étoile et aller voir la bénédiction qui se cache à l'intérieur, soit tu vas voir que le rayonnement de cette étoile va sur une telle partie du corps, telle partie du corps. Par exemple, imaginons quelqu'un qui dessine un footballeur, voilà. Je vais vous donner l'image. Tac, tac, tac. Vous allez voir, imaginons, vous regardez. L'étoile est là. Vous voyez, la lumière, elle descend. Elle va vers les pieds, ok? On pourra même voir comme soit plus deux étoiles au niveau des pieds, soit une seule même étoile. Bref, vous voyez, comme si ça se réfractait. C'est-à-dire que ça peut se représenter comme ça. Ça veut dire que la personne là, elle a une grâce, une bénédiction qui agit sur son destin, marquée au niveau des pieds. Et ça indique quoi? Ça indique qu'elle peut avoir un talent pour la course, pour le football, ou, bon, si ce n'est pas un talent sportif physiquement pur, ça peut être que la personne, elle est destinée à marcher vraiment dans des sentiers que personne, soit explorer des choses, soit à vraiment se tenir dans les hauts plateaux du monde, vous voyez. Ça, c'est comme ça qu'on peut voir l'étoile.
Encore une fois, merci pour le like, Vagabond Réel. Merci pour le like, Yakan Eclipse. Merci pour les likes, tout le monde. Merci d'aimer le live. Merci de le partager, de le republier, de le commenter, de vous abonner, de faire des cadeaux. C'est toujours très apprécié. Alors, si vous avez également des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Et bon, parce que ça, je refais ce live parce que sur ma chaîne YouTube, là où il y a les rediffusions, il y a quelqu'un qui s'est plaint que je n'avais pas pu développer le sujet exact de l'étoile en raison du fait qu'il y avait beaucoup de religieux qui étaient venus et que bon, ça avait un peu créé le désordre. Donc, merci des partages, merci des likes. Autour de soi. Autour de soi. Alors, il faut comprendre que l'étoile, donc, c'est un peu ça, c'est une grâce. L'étoile, on la voit donc dans le champ d'aura, elle a une lumière qui peut descendre sur telle partie du corps, telle partie du corps. Ça va t'indiquer à peu près l'effet, où tu peux, si tu as la vision qu'il faut. Les étoiles, en fait, on les appelle comme ça parce que, comme tu regardes, tu vois les points lumineux dans le ciel, c'est un peu comme ça. La forme qu'on peut, voilà pourquoi d'ailleurs dans la mythologie chrétienne, on a Jésus qu'on dit que les rois mages ont vu son étoile, qui annonçait la venue du Messie. Mais en fait, c'est pas une étoile physique. Bon, des fois, ça peut l'être, hein. Les présages célestes sont souvent des indicateurs. Disons que c'était une étoile au niveau mystique. Les gars ont vu que ça brillait fort. Ce sont des rois mages. Un roi mage. Mais c'est une. J'avais donné un jour. Oula, pas de ça ici. Je crois que je vais te bloquer, toi. Parce que là, pardon, moi je vais pas rentrer dans ce délire-là, parce que moi j'ai un avis très clair là-dessus, mais je me ferai censurer sur TikTok si je commence à le partager. Ah, il y a des limites à tout. Oui, par exemple, il peut y avoir une étoile pour un footballeur qui a travaillé. Non, l'étoile, en fait, c'est pas quelque chose que tu as obtenu par le travail. L'étoile, c'est une grâce. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu as de manière innée. Il y a des gens, ils ont un talent naturel pour tel ou tel travail. C'est ça. Il y a des gens, par exemple, ils ont une caractéristique, c'est que l'argent vient à eux. Tu fais quoi? Tu fais quoi? L'argent, il vient. C'est comme ça. Même s'ils ne travaillent pas. Bien sûr, c'est une base. Il faut travailler pour développer ça. Mais c'est-à-dire que chacun naît avec une bénédiction qui vient du cosmos. Le cosmos en infinie sagesse, le cosmos donne des grâces aux gens. Et on peut les voir, ces grâces. Surtout quand tu as la vue éthérique et tu sais faire la voyance, etc. Ces étoiles-là, donc, représentent au point lumineux que vous voyez dans le ciel. Elles peuvent être de différentes couleurs. Ça aussi, c'est vrai. Mais l'étoile, il y a ce qu'on va caractériser comme étoile. Elle a un niveau de rayonnement qui dépend, d'accord? Et il y a l'intensité du rayonnement d'une étoile détermine la puissance de la grâce. La teinte de l'étoile possédataire, oui, parce qu'elle a des teintes. Si la couleur est dans les couleurs de blanc, par exemple, c'est une couleur, on va dire, basique. Il y a beaucoup de personnes qui ont des étoiles hein, comme ça. C'est-à-dire, c'est pas très marqué. Les couleurs, bonjour à toi, Carolina. Ça va être beaucoup plus si tu vois du doré, si tu vois des couleurs comme ça, du violet, du bleu, du rouge. C'est des teintes, ces genres de teintes, ça indique que c'est une grâce pas aussi commune, quoi. Ah, il peut y même avoir des étoiles noires, attention. L'étoile noire n'est pas une malédiction comme beaucoup pourraient l'imaginer. Au contraire, c'est très rare en fait. Parce qu'on a pour quelqu'un qui a une étoile noire, ça veut dire c'est comme imaginons que tu mets deux personnes qui ont tous les deux l'étoile du football comme ça. Là, une étoile, elle est un peu jaune, dorée. Ça veut dire que lui, il est destiné à la... Il a un grand talent, il a une grande puissance d'aura. Il est destiné à vraiment aller vers la gloire vis-à-vis de ça. Tandis qu'un individu qui va lui aussi avoir la même grâce, mais pas de... L'étoile va par exemple paraître moins rayonnante et être peut-être blanche. Là, c'est-à-dire que c'est un peu plus commun, c'est un peu plus courant comme grâce. C'est qu'il a un talent pour ça, il pourra faire carrière et plus ou moins bien réussir, mais pas forcément attendre de devenir une superstar. Tandis que si quelqu'un tu vois avec une étoile noire, ça veut dire que lui là, pour le football, c'est-à-dire qu'il va marquer l'histoire, il va faire changer certainement l'histoire de ce jeu. Parce que les étoiles noires ou étoiles à neutrons, d'ailleurs, dans notre univers, c'est pas n'importe quoi comme objet stellaire, en tous les cas. Ça, c'est une chose importante à rappeler. Donc, les étoiles sont des grâces. Ces grâces sont innées. C'est des choses que vous avez par nature. C'est qui vit, comment on peut voir que quelqu'un a une grâce? Ce sont des appétences naturelles pour tel ou tel travail, d'accord? Quelqu'un peut avoir une capacité naturelle à faire telle ou telle chose. Ça nous indique qu'il a certaines grâces qui lui sont associées. Mais alors,
Les grâces se manifestent par le talent, bien sûr, ça c'est une des formes de la grâce, mais également, elles se manifestent également par certaines bénédictions qui sont plus passives, d'accord? Quelqu'un peut manifester un talent pour le dessin, pour le chant, pour beaucoup de choses. Ça, c'est des grâces, c'est des étoiles dont l'aspect est actif, manifeste, qui vont par rapport à l'action que fait la personne. Elle peut les travailler directement. Ça, c'est une chose. Sans forcément être initié. Tandis que, on a deuxième type de grâce. Le deuxième type de grâce, bah, c'est ce qu'on appelle une grâce passive. Quand on appelle grâce passive, c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu pourras travailler. Bon, il y a certaines techniques mystiques pour les travailler, de purification, d'amplification, oui. Ou bon, tu auras peut-être des petites manœuvres psychologiques à utiliser. Et bon. Alors, quand on parle de grâce passive, par exemple, il y a la grâce de l'enfantement. Il y a des femmes et des hommes, bien sûr, même si c'est plus souvent une grâce moi chez les femmes, le fait que cette personne va avoir des enfants qui vont naturellement porter en eux une grande étoile, une grande destinée. Que l'enfant va être particulièrement beau, belle, intelligent, tout ça. Ce qu'on appelle la grâce de l'enfantement. Ça, c'est une grâce que on peut voir. Sur une personne, on va voir ça comme une étoile qui est là. Et on peut voir que c'est comme si la lumière va vers l'utérus de la femme ou vers les parties intimes de l'homme. Ça, c'est une lumière. Bah, après, en fait, pour ta question, Bikoul, on peut voir dans l'aura les étoiles. Mais après, il faut scanner avec plus de précision pour déterminer le type d'étoile et même la couleur. Bref. Donc, vous voyez un peu la logique. Là, donc, c'est une grâce passive. La personne ne peut pas travailler la grâce de l'enfantement. Elle a ça naturellement. Elle peut la renforcer, la favoriser, mais contrairement à une grâce active, on ne crée pas des étoiles. Ça, on ne peut pas créer une étoile. L'étoile, c'est littéralement, ça vient de plus haut, si vous voulez. L'étoile, c'est notamment la causalité, le divin lui-même qui produit ça. On ne peut pas créer des étoiles. C'est pas possible. Dès que, par contre, on peut renforcer des étoiles. On peut les amplifier. Tu nais avec ça. Et c'est la seule chose qu'on peut, soit tu peux, justement, on protège l'étoile d'une personne, on l'amplifie, on l'entretient, mais également, dernier cas, on peut littéralement, pas l'amplifier, comment on appellera ça déjà? On peut aussi la voler. Il y a des gens, en fait, on peut la drainer, cette étoile. C'est vraiment, mais tu peux pas créer une étoile, c'est pas possible. Et tu peux pas détruire une étoile non plus. Donc, autre grâce, par exemple, passive qui existe, il y a la grâce de la beauté. Bien sûr, la beauté s'entretient. Salut à toi, David Dello. J'en parlerai peut-être plus tard, Polo. Il y a la grâce de la beauté, c'est-à-dire que quelqu'un naît avec une beauté, merci d'avoir republié, qui n'est pas uniquement de la beauté physique. Bien sûr, ça va se manifester par des beaux traits. Mais cette beauté-là, justement, un peu, et bien sûr, elle entretient sa beauté avec des produits, d'une bonne alimentation, bon style de vie. Ça va naturellement amplifier, parce que c'est un élément passif. Mais elle ne peut pas dire directement dessus. Mais c'est déjà que ce genre de grâce, c'est le genre que la personne, elle a un charme. Plus même que la beauté physique, c'est un charme vraiment. C'est vraiment un charme, une grâce comme ça qu'elle a, que les gens vraiment sont hypnotisés limitement par elle. Il y a l'étoile de la gloire. C'est-à-dire que on le voit très tôt. Il y a des enfants, vous allez les voir. Bon, ça va donner des idées aux gens, mais vous voyez des petits enfants. Les enfants sont mignons. Bien sûr, ils attirent, mais il y a certains enfants, vous allez remarquer que tout le monde oh, elle est tellement belle, il est tellement beau, etc. En fait, c'est comme une petite star. C'est littéralement ça. C'est-à-dire que c'est une petite star, l'enfant. Et dans ces cas-là, justement, vous allez voir que c'est une étoile de gloire, de succès qu'il a sur lui. C'est des grâces passives. Il y a beaucoup d'autres choses comme ça. Il y a d'autres... Bon, en gros, c'est un peu les deux types de grâces. Ensuite, comment savoir quelle est son étoile? Déjà, il faut être capable de percevoir son aura. Et après, faut lire dans son aura. On peut également demander l'aide des entités qui gèrent ça, ce qu'on appelle les entités angéliques, celles qui gèrent les lois naturelles et la causalité. C'est elles qui peuvent te déterminer avec précision quelles sont tes étoiles. En général, un être humain peut avoir plusieurs étoiles, oui. Est-ce que ça existe même le vol d'étoiles, monsieur? Bien sûr, ça existe. On peut voler. En fait, on ne vole pas ton étoile, on la vide. C'est-à-dire que toi, tu as une étoile qui rayonne et qui émet une lumière, qui te connecte à certaines réalités pour pouvoir avancer dans ta vie et pouvoir produire certaines choses. Mais quelqu'un peut, parce qu'il a les connaissances, il va se rapprocher de toi
ouvrir une porte d'accès dans ton champ d'énergie et commencer à drainer cette énergie. D'accord? Et vu que l'univers ne marche par un principe d'équilibre, pendant qu'il va te drainer de l'énergie pour avoir les effets de ton étoile, tout son karma négatif va te le transmettre. Ça, c'est des choses qui existent. Et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le croit. Comment ouvrir la porte? Bref. C'est comme si on emprunte ton étoile via un rituel. Oui, c'est ça. Alors, on peut, effectivement, il y a beaucoup de techniques que les gens utilisent pour drainer l'étoile des gens. Ça peut être via les rapports intimes, via la nourriture, via certains rêves répétés, via certaines attaques occultes, via beaucoup de choses. On peut effectivement drainer l'énergie de l'étoile d'une personne. Ça, c'est possible. De la même manière qu'on peut récupérer son étoile. Quand on vous dit que Destiny Swapping, c'est qu'en gros, on vous vole votre destinée. Et on vous vole vos étoiles. Parce qu'en fait, on vous draine vos étoiles. Parce que les étoiles, on te dit que oui, tu as ta bonne étoile. Parce qu'en gros, c'est celle qui va définir ta destinée, l'alignement de ta vie. Peut apparaître. Il y a des étoiles qui restent passives jusqu'à un certain, enfin, elles restent inactives jusqu'à un certain niveau. Certaines étoiles ne s'activent que parce que tu as un certain niveau de conscience. Parce que oui, il y a des étoiles qui sont présentes dès le bas âge, d'autres doivent s'activer par avoir un certain âge, un certain niveau de conscience. Mais voilà un peu comment ça peut se définir. Encore une fois, bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci beaucoup d'être présents et présents dans ce live. Merci beaucoup de aimer le live, aimez-le un maximum. Je vois qu'on est 52 dans le live, 51, ça fait plaisir. Tapotez tous et toutes un maximum, ça fait plaisir. Commentez good live, c'est toujours plaisant. Merci, bonjour Amen, bonjour Rendezo. Merci à tout le monde d'être présent dans ce live. Merci d'aimer le live, de le tapoter, de partager, de le republier, vous abonner et de faire des cadeaux. Du coup, aujourd'hui, je rappelle le sujet, c'est le vol des étoiles. J'en avais un peu parlé lors d'un présent live, mais j'avais été coupé. Ça n'était effectivement des personnes en avaient été déçues. Donc du coup, je recommence le live là-dessus. Moi, j'ai une question dernièrement. J'ai fait un rêve bizarre. J'étais comme dans une confrérie de sorciers. Oula. Merci d'avoir publié, Jess. Et ça, il faut savoir que quand tu te rêves, merci d'avoir partagé. Quand tu fais des rêves où tu es avec des gens dans des confréries, ça veut dire que ton corps astral, on l'a capté. Parce que ça, c'est aussi un truc, une pratique qui est assez courante. On capte le corps astral d'une personne. Soit c'est parce que en gros, tu n'es absolument pas conscient et tu n'as pas de défense solide. On vient dans la nuit et on t'amène dans des réunions. Ça, c'est quand tu fais partie de certaines familles qui pratiquent, oui. Mais également quand certaines loges, donc des personnes souvent proches, t'ont désigné pour te prendre et te mettre là-bas. Il y a toujours un intermédiaire qui permet ça. Dans se mettre des pouvoirs. Ça veut dire que toi, on a voulu te faire rentrer dans certaines initiations familiales. Et donc, forcément, toi, tu as refusé. Mais après, quand tu fais ce genre de choix, il faut te dire qu'ils vont pas te lâcher, malheureusement. Est-ce que quelqu'un peut voler des émotions et de la victime ne ressent plus rien? Il y a certains sorts. Je connais de l'hypnagogie, oui. Mais moi, ce que je décris là, c'est pas de l'hypnagogie. L'hypnagogie, même, ça peut être résumé assez simplement dans le plan occulte. Il y a des sorts, effectivement, qui agissent et qui jouent sur l'émotionnel d'une personne, qui la rendent apathique. Il y a certains sorts qui vont vraiment vider la personne. Si on vide ton corps éthérique, à un certain niveau, tu vas ne plus avoir de volonté de te battre et tu vas devenir apathique. Et même les émotions vont se faire plus rares. Pour détourner une étoile, on doit nécessairement faire intervenir des démons? Non, pas forcément. Les démons ne sont même pas forcément ceux qui vont intervenir. Parce que le vol d'étoiles, c'est une chose qui passe uniquement. Il faut que quelqu'un. Il y a trois moyens par lesquels une personne peut voler une étoile. Il faut que soit elle ait une autorité sur toi, c'est-à-dire ça peut être un parent, un grand-parent, quelqu'un qui est ton aîné et qui a une proximité avec toi. Ça peut être ton employeur aussi, techniquement. Parce que par principe détourné, il a autorité sur toi. Donc, le principe d'autorité permet déjà de drainer l'étoile d'une personne. Ça, c'est pas un point. Deuxième point, il y a le principe de similarité. Quelqu'un qui finit par te copier, s'habiller comme toi, faire tout comme toi. L'univers marche par principe de résonance, ce qui veut dire que il se met à vibrer sur un diapason pour prendre ta place. Et s'il a l'énergie la plus forte, il prédomine et il peut donc commencer à détourner ton énergie. Après, ça c'est donc le deuxième moyen, par la ressemblance, par l'autorité. Et après, il y a les rituels en tant que tels, les rituels frontaux de vampirisation qui sont utilisés pour ça. Alors, rêver d'être dans un marché juste en visite avec un clan. Intéressant. Euh, mais j'ai bien fait de refuser ou pas en fait, j'ai accepté le pouvoir positif. Alors, il faut savoir que quand tu viens dans une lignée qui est négative, tu as, on va dire, tu as littéralement trois choix qui s'offrent à toi. Soit tu vas accepter l'héritage
Et de toute façon, même si tu acceptes le positif, tu as accepté cet héritage. Donc en gros, et de toute façon, c'est dans ton sang. Donc, soit tu acceptes ça et que tu vas te plier à ce fonctionnement-là, soit tu ne l'acceptes pas et que tu vas devoir toi-même te créer ta propre lignée, soit tu acceptes, mais tu vas refondre cette lignée en créant une nouvelle, ce genre de choses, par exemple. Je sais un peu ce que c'est l'hypnagogie, t'inquiète pas. L'hypnagogie, c'est un état qu'il faut faire très attention dans les pratiques occultes parce que beaucoup vivent dans leur hypnagogie. Ce qui permet de distinguer une hypnagogie d'une pratique occulte valable, c'est que elle a la capacité d'être, on va dire, réfléchie. Par exemple, même si tu fais le même rituel, tu peux avoir des résultats légèrement différents, comme lors d'une expérience scientifique, hein, mais tu vas justement constater qu'il y a une même base. Les hypnagogies, elles, ça pourra changer du tout tout, déjà. Ensuite, le but, même quand tu fais de l'occultisme, c'est d'aller en dessous des 9 Hertz. Il faut aller vers l'état delta. C'est le but. J'ai accepté le pouvoir de guérison. Est-ce que tu feras de voyance aujourd'hui? Ça dépend. Avez-vous atteint 1 Hertz, d'accord? Bon, j'ai déjà atteint le 1 Hertz, ouais. On appelle ça également l'état de mort psychologique. C'est-à-dire qu'en fait, quand en fait, tu arrives à un certain état méditatif tellement profond, tu as l'impression d'être mort. La vacuité cérébrale, en fait, je ne parle pas uniquement de vacuité cérébrale, mais moi, je prends la vacuité cérébrale comme étant un, un acquis. Tu peux pas faire de l'occultisme réel sans avoir la vacuité cérébrale, c'est pas possible. Sinon, tu es dans l'hypnagogie, tu te donnes un délire. Parce il faut qu'en gros ton conscient et ton inconscient s'accordent, ainsi que le subconscient. Il faut les vider des éléments qui vont perturber le mécanisme. Donc, tu dois descendre à des niveaux très bas d'activité cérébrale. Il y a également la cohérence cardiaque. Si t'as pas ça, tu pourras pas rentrer dans l'état de résonance avec ton corps et ton environnement pour capter davantage le champ électromagnétique et le faire plus consciemment. Développer l'intuition consciente. De même que la vacuité cérébrale va donner après la perception subtile et la compréhension, on va dire, non locale, la conscience non localisée. Il y a d'autres mécanismes encore. L'état parasympathique par la respiration ventrale maintenue va faire que ton corps va activer les fonctions qui permettent à certaines hormones, certaines enzymes de se générer et d'activer certaines aptitudes. La maîtrise du souffle conscientisé par la respiration ventrale va aussi te permettre de commencer à diriger ton attention dans ton corps. Tout ça, c'est très important. Bah écoute, tout ça là, ce que tu décris toi, Jess, ça veut dire que tu as rencontré des ancêtres ou tout du moins des gens qui font partie de ta lignée. Il y avait donc des gens humains, esprits, ça montre qu'il y avait des vivants comme des morts. À tout moment, on t'a capté, c'est peut-être que tu atteins un certain âge qu'ils estiment que tu peux hériter certaines choses. Après, bon, ça c'est encore tout un autre chapitre. Ok. Comment se protéger contre le vol d'étoiles par autorité? Bah, le vol d'étoiles par autorité, il y a plusieurs moyens. Par exemple, un enfant, il doit atteindre ses 21 ans pour devenir spirituellement autonome. D'accord? Et c'est un moyen à partir de là, et en développant sa conscience, il développe une forme d'autorité pour sa propre vie. Donc, il peut s'en protéger. Également, se chaperonner sur l'autorité d'une force naturelle, le soleil, la mer, la nature, ça fait que tu as déjà une autorité que tu revendiques comme étant quelque chose que tu veux suivre, et ça fait que cette force te protège. C'est une forme pour se protéger de ça. Il faut nettoyer sa psyché avant de faire ce jeu. Oui, bien sûr. Et merci de la réponse, Firebeam. Peuvent-ils provoquer et que ta colère soit un moyen... Bien sûr, en fait, il faut savoir que quand quelqu'un utilise ton étoile, il y a tellement de moyens qui sont utilisés. Par exemple, ça peut être que quand tu es en colère, en tristesse, etc., tu as un champ énergétique qui vibre sur une fréquence atteignable et tu es de ce fait poreux. Donc, ils peuvent plus facilement extraire de l'énergie ou t'influencer. C'est pour ça qu'ils font ça. Si on voit fréquemment plus les vampires, est-ce que nous volent toujours notre énergie? Si tu ne fréquentes plus les vampires, ils peuvent te voler les énergies, mais indirectement, soit si tu as eu des rapports intimes avec eux, si tu as mangé certaines nourritures, ou si tu as gardé des objets qui leur appartiennent, ils peuvent te vampiriser. Ça, c'est possible. Oui, bien sûr. Ok, ok. L'étoile ne peut pas se voler. Comment on se sent si quelqu'un nous... quelqu'un te vole, quand quelqu'un te vampirise en étoile et l'utilise à ta place, tu pourras te sentir en décalage par rapport à ta vie ou par rapport à toi-même, parce que tu n'es pas dans ton axe, dans ton rayon. Et souvent, tu pourras rencontrer certaines situations répétitives. Tu avances, tu recules. Oui, on va dire J22. Tu avances, tu recules. C'est-à-dire que tu fais un pas en avant, deux pas en arrière. Quelque chose avance, mais que ça se bloque. En fait, c'est des choses comme ça, ou comme si le chemin de vie n'est pas fluide. Ça, c'est vraiment des choses comme ça. Sachez que l'étoile d'une personne. Tu restes toujours dans le même schéma. Ouais, ouais, ouais. Rentre. Ok, d'accord.
Alors, il s'agirait d'écouter d'abord, parce que dire que je dis n'importe quoi, c'est faux, puisque j'explique bel et bien que on ne vole pas une étoile, mais on l'utilise. C'est pour ça que c'est important d'écouter, surtout avant d'affirmer certaines choses. Alors, c'est pour ça que je répète qu'il faut écouter. Il ne faut pas se mélanger avec n'importe qui et contre ses autres. Oui, mais monsieur, vous avez atteint le but ultime de supraconscient, vous êtes en... Supraconscience, ce n'est qu'un début. Bon, ceux qui vont dire que... comment on appelle ça? Ceux qui vont dire que tu atteins le supraconscient, c'est fini. Non, ce n'est qu'un début. Parce qu'une fois que tu atteins le supraconscient, ce qui se passe, tu développes un point de vue très différent sur le temps, sur les gens, sur les civilisations, surtout en fait, sur tout le monde. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu restes à ce niveau-là, tu attends que la mort vienne, ou tu utilises ça dans un but quelconque. Est-ce qu'il est plus facile? Est-ce qu'il est plus facile de récupérer son étoile ou pas? Encore une fois, ce que tu cherches à récupérer, c'est l'énergie qui est dans ton étoile et ta grâce. Oui, je suis peut-être plus un humain lambda, mais ça change pas grand-chose que peut-être au niveau de la conscience et des capacités, oui, je suis pas un humain lambda, certes. Mais ça veut pas dire que j'ai terminé le chemin. Au contraire, le chemin est même très vaste. Parce qu'il y a des capacités que j'ai, mais j'aimerais par exemple réussir à les rendre matérielles. Il y a des choses que je peux faire, mystiquement, qui vont provoquer des résultats. Le but, c'est de réussir à amener l'esprit à toucher la matière. C'est simplement ça le but. Et après, c'est même de le dépasser, cette union. C'est infini la connaissance. Du travail. Les gens qui pensent que la supraconscience, c'est le but ultime, bah, en fait, ce n'est qu'un début, parce que quand tu fais de l'occultisme, de la pratique occulte, enfin, de l'occulte, pas de l'occultisme, parce que l'occultisme, c'est encore autre chose, tu cherches en vérité à faire de ton être un point de passage clair pour les énergies et pouvoir manifester une certaine type de réalité. Certains vont chercher à devenir riches, certains vont chercher à avoir la vie éternelle, chacun va chercher ce qu'il veut. Hein. Certains vont chercher à prendre aux autres parce qu'ils vont développer une conscience, ils vont se dire que avec ça, je peux te prendre, je peux te dominer, ils vont faire du mal. Après, est-ce que c'est vraiment du mal? Oui, d'une certaine façon, mais non, en même temps. C'est un peu paradoxal. Tandis que d'autres vont chercher à faire le bien, aider, etc. Comme moi je le fais, à se développer. Mais ce n'est qu'une base, c'est ma conscience. Tandis que bon, c'est mon travail, oui. J'ai une expertise dans le culte, donc oui, je t'écoute ta question. Ok, quand vous allez mourir, vous savez déjà le chemin sûr. Oui, c'est vrai. Je... je sais déjà où je veux aller parce qu'en gros, la mort, ce n'est qu'une transition d'état qui vise un retour à une forme que les humains ne peuvent pas concevoir, mais qu'ils peuvent connaître. C'est un souvenir. En tout cas, on appelle l'état de pure conscience. C'est un état avant la forme. Donc tout ce qu'on appelle incarnation ou le décès qui vise vers la réincarnation, c'est un processus soit qui vise à ce que la conscience se densifie, prenne forme et agisse ici-bas, soit qu'elle remonte et se détache. Quelle est la différence entre esprit et fantôme? D'accord. Alors, la différence entre esprit et fantôme. Déjà, esprit, c'est un terme que les gens utilisent comme fourre-tout. Il y a l'esprit en tant qu'il va être associé à la tête, même s'il n'est pas limité à la tête, bien entendu, duquel va découler le mental, la mémoire, etc. L'esprit, c'est l'observateur, c'est l'aspect de la conscience qui observe et qui s'étend. L'esprit. Mais les esprits, ce sont des manifestations d'énergie. On a les esprits élémentaires, qui sont les forces vives de la nature, l'expression d'un chaque aspect élémentaire plutôt. Et après, on a donc ce qu'on appellera les esprits, et l'esprit errant, qui sont des individus qui sont morts, mais ne réussissent pas à monter. C'est pas encore des fantômes en tant que tels. Ils sont pris dans le plan spirituel, ils sont perdus dans les hypnagogies, justement, dans lesquelles ils ont vécu. Ça, c'est un problème. Et après, les esprits qu'on va dire mauvais, qui eux sont des individus qui sont devenus, bah, à force de errer dans le plan spirituel ou par choix de leur vivant, devenus des individus nuisibles. Ils deviennent après des entités négatives. Le fantôme, c'est-à-dire c'est un défunt qui, à force d'errer, a fini par se stabiliser dans le plan spirituel et prendre une autre forme. Il a fini par descendre en fréquence. Le fantôme, c'est quelqu'un qui peut être conscient qu'il est mort, et des fois ça n'est pas, mais qui revit en boucle la situation. Le défunt ne revit pas forcément en boucle la situation. C'est pour ça que tous les défunts ne sont pas des fantômes. Ça, il faut bien comprendre. Bref, perso, j'accroche pas à ce terme, ça définit juste le vrai début de la conscience. Alors, quand tu veux des questions. Ok, c'est ta sonorisation karmique, tu utilises ton livre. Effectivement, le but de vivre au paradis, il faut pratiquer détachement et tout, avant, bien sûr. D'ailleurs, l'arbre, c'est votre.
L'arbre de Séphir... Ah, vous voulez qu'on parle de plein de sujets, hein? C'est pas possible, c'est forcément attaché à quelque chose. Comment ça? Non, le détachement véritable, c'est quelque chose qui se fait progressivement. Comment expliquer? Le détachement, c'est littéralement être capable d'arriver à voir les choses sans prendre appui sur elles nécessairement. Accepter qu'elles viennent et qu'elles passent. Ce qu'on appellera, enfin, le Bouddha a expliqué ça comment, c'est accepter la pérégrination des choses. Le fait que rien n'est stable et que tout change. C'est une réalité. Je crois qu'on peut viser beaucoup de choses, bien sûr. Donc, cet individu qui porte mon nom se permet d'insulter les gens de charlatans. Franchement, étrange. Parce que c'est bien beau de me dire que je fais un hors-sujet, mais il faudra un peu expliquer. Si je n'ai pas raison en expliquant ce qu'est un esprit et un fantôme, faudrait qu'elle développe. Est-il possible de récupérer son énergie? Oui, c'est possible. Ah, merci Bicool, effectivement. C'est vrai que c'est plutôt bon. Je vois pas ce qui est cet individu. C'est triste que celui qui importe... Non, quand même. Non, il est pas sérieux. Finalement, la véritable chemin pour un humain lambda, c'est d'abord atteindre la mort cérébrale. Oui, effectivement. Oh là là, est-ce qu'on peut reprendre toute l'énergie qu'on nous a appris à travers l'étoile? Oui, c'est possible. Merci, Bicool. Il faut attendre l'état d'observateur. Ouais, 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 ça c'est vrai. On peut reprendre le sujet des étoiles, STP, c'était super intéressant. Ok, on va reprendre, très bien. Ok. Merci à tout le monde d'être présent dans ce live. Merci de tapoter un maximum, tapoter, tapoter, partager, republier-le. Euh, vous pouvez faire également des cadeaux, c'est apprécié. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est effectivement les étoiles. Bon, j'ai un peu dérivé parce qu'il y avait des individus qui venaient, je ne sais pas pourquoi. Merci des partages, merci des publications, merci des likes, merci pour tout le monde. Et effectivement, Zod qui voyait, la personne n'était pas sérieuse. Il faut pratiquer la magie où je travaillais sur soi. Alors, la magie. La magie signifie l'âme qui agit. C'est-à-dire que faire de la magie, quand on parle imagination, tu fais, tu crées des images dans le plan de projection qu'on appelle le plan spirituel, qui est un point de croisement entre différentes autres dimensions. Et tu peux créer des choses. Un stylo, par exemple, c'est un acte de magie, parce que c'est quelque chose qui n'existait pas, qui a une fonction abstraite qu'on a matérialisée dans le plan médian. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Alors, le stoïcisme, moi je vais vous expliquer un truc ça, parce qu'on va parler des étoiles, mais il faut que vous compreniez certaines choses simples. Un vrai occultiste est un maître pluridisciplinaire. D'accord? Première chose, il doit maîtriser son corps. Il faut, par exemple, bon, je vais donner un exemple bête. Quand tu pratiques la méditation, c'est pas juste pour te calmer, c'est pas juste pour m'apaiser, que ça c'est bien. L'objectif, c'est d'atteindre ce qu'on appelle l'état en gros l'état de détente, que ton corps va entrer dans ce qu'on appelle le système parasympathique. Dans cet état, tu deviens réceptif à ce qui se passe à l'intérieur de toi et à l'extérieur. Ton corps n'est plus en mode survie uniquement, mais dans un mode d'apprentissage et d'évolution. Et ça permet on va dire, au corps de fonctionner différemment, tout simplement. D'accord? Ça, c'est le premier motif. La maîtrise du corps. Par exemple, parmi les choses que moi j'ai eu à faire dans mon travail, c'est, dans mon travail sur moi, on va dire, si maintenant tu te fais mal, imagine tu te cognes quelque part, etc. La réaction de la plupart des êtres humains qui est normale, parce que tu es un être, tu es incarné, tu vas avoir mal, tu vas crier, dire, ah, je me suis fait mal, tu vas t'énerver, etc. C'est normal. L'objectif serait que serait en vérité que, au lieu de réagir, tu analyses quel est l'état d'intégrité de mon corps. Est-ce que c'est un dommage sérieux? Est-ce que c'est un dommage mineur? Et ça. Ne pas réagir. On va dire c'est le contrôle du corps. Le mauvais sorcier ou le bon sorcier, ce sont des gens qui maîtrisent leur corps, leur anatomie. Ils peuvent sentir est-ce que je suis malade, est-ce que je suis pas malade. Ils peuvent avoir un scan de leur organisme, comprendre que telle zone de leur corps ne va pas bien, telle zone va bien, etc., etc. Utiliser leur corps comme un support de leur pratique occulte. Parce que la magie, c'est ça, c'est utiliser l'âme pour agir. Le corps est une manifestation de l'âme densifiée. Et la sorcellerie, c'est littéralement appliquer la magie dans un but matériel pour concrétiser quelque chose. Sorceller. Donc du coup, la maîtrise du corps est une base fondamentale. Puis il y a la maîtrise de la volonté. Souvent, on va vous faire la respiration ventrale pour à mettre le corps dans un état favorable. Il faut après mettre la volonté. Il faut que vous soyez conscient. Que tu puisses être conscient dans ton corps et à l'extérieur de ton corps. Que tu puisses savoir est-ce que telle chose, en fait, il faut développer de l'attention pour ce qui nous entoure. Pas être distrait.
C'est important. Au point où, par exemple, quand tu réussis à bien travailler ça, que le corps est réceptif, ta volonté va te permettre de sentir que comment l'air passe dans ton nez, dans les différentes parties de ton corps. Et tu pourras même diriger certains mouvements d'air dans ton corps par ta simple intention. C'est la deuxième motif. La maîtrise de la volonté est capitale, de l'attention, parce que c'est un immense pouvoir. Troisième, il y a la maîtrise émotionnelle. C'est-à-dire que tu dois être capable de laisser les émotions passer en toi sans forcément qu'elles ne t'imprègnent. Tu peux très bien ressentir de la colère, t'énerver ou de la peur. Mais est-ce que tu es obligé de rentrer dans cette émotion? Non. Tu peux la laisser passer. Et tu peux comprendre qu'est-ce qui me fait peur, pourquoi j'ai peur. En fait, c'est développer l'état observateur et un recul. Tu n'es plus obligé de surréagir à tout. Ça, c'est quelque chose. Ensuite, parce que la maîtrise du corps, la maîtrise de la volonté, de l'attention sont capitales. La maîtrise du cœur, la cohérence cardiaque, le fait d'être en harmonie avec soi-même te permettra de ressentir plus facilement ton être profond, tes émotions, et ressentir celles des autres. Tu pourras capter plus facilement ce qui se passe autour de toi. Tu pourras avoir plus facilement des perceptions, des sensations, des intuitions précises. Et une empathie plus forte, sans non plus te perdre. Être capable de conserver son intégrité tout en étant ouvert, c'est littéralement l'une des bases fondamentales pour maîtriser son émotionnel. Ensuite, il y a la maîtrise mentale. Par exemple, est-ce que quand vous fermez vos yeux là, votre mental, parce que l'esprit c'est encore autre chose, votre mental, est-ce qu'il est agité ou il est calme? Moi, quand je ferme mes yeux, par exemple, c'est comme si j'avais un espace sombre, enfin sombre, parfois lumineux, ça dépend, mais qui est stable. Il peut y avoir quelques images, comme des légers brouhahs qui voudraient percer, mais mon esprit est calme. Et ça, c'est un objectif. Il faut que l'esprit ne soit pas agité. Parce que l'esprit, c'est lui qui permet en gros de percevoir et de diriger les énergies. Donc la maîtrise du mental c'est un essentiel, la vacuité cérébrale. Parce que quand on dit oui, il faut attendre la vacuité cérébrale, l'état en Hertz, la cohérence cardiaque, l'état de détente du corps, de système parasympathique, l'attention délocalisée qui permet qu'elle ne soit plus dans ta tête mais que tu puisses être déplacé. Ces quatre étapes que beaucoup vont voir comme étant le Saint Graal, ça n'a rien de Saint Graal. C'est-à-dire que pour un vrai occultiste, ce sont des bases. Bonjour Hugo Boss, bonjour Kwasi. Merci à tout le monde de me live. Ce sont des bases. C'est-à-dire que si tu ne maîtrises pas ton corps, tu n'arrives pas à le sentir, etc. Tu ne sais pas diriger ton attention. Tu ne sais pas ressentir tes émotions et ne pas forcément réagir. Tu ne sais pas clarifier ton esprit et distinguer ce qui est de toi et de ce qui n'en est pas. Tu vas faire comment? Non, vraiment. Dans l'occulte, ça peut être très vicieux. Tu ne vas pas t'en sortir. C'est pour ça que ça, c'est les quatre étapes fondamentales. Après, il y a l'étape de l'aura. Une fois que le corps est dans ta parasympathique réceptif, que la volonté est dans un état de capacité, de direction locale et non locale, que tu es dans ta pleine attention, que le cœur est dans un état d'ouverture, d'apaisement et de connexion, et que le mental est vidé, apaisé, clarifié, l'objectif c'est de ressentir le flux qui englobe tout ça, qui fait que tous ces plans convergent entre eux. Le flux aurique, l'aura autour de vous et en vous, parce que l'aura circule autour du corps et circule dans le corps, dans les atomes, les particules, les molécules, elles passent dans tous les plans. Donc, c'est littéralement une interface pour interagir avec les énergies ambiantes. C'est-à-dire que c'est en utilisant la visualisation et d'autres processus qu'on peut atteindre la saturation de l'esprit conscient qui va laisser la place au conscient. Enfin, l'esprit conscient va laisser la place à l'inconscient. Et ça va permettre à cet inconscient de donner accès à des attitudes instinctives. L'aura qui est quelque chose qui est invisible mais qui est pourtant présent, l'énergie scalaire deviendra accessible pour vous. C'est là où on parle de perception de l'énergie vitale, etc. Ça, c'est une autre étape. Après, quand tu réussis, il faut apprendre à la manipuler, à la ressentir, à la diriger, c'est subtil. Et après, tu parviens à faire quoi? Tu parviens littéralement à la modeler. Là, tu vas y mettre ton imaginaire. Si par exemple, tu imagines, je sais pas moi, j'imagine une pomme, je visualise la pomme, moi j'ai la pomme rouge dans ma main, mon esprit, je réussis à les yeux ouverts à voir la pomme rouge, c'est l'objectif d'avoir une clarté mentale à ce point-là. Mon corps physique me donne une sensation, je ne tiens pas de pomme, mais mon corps me fait ça, c'est comme si je tenais quelque chose, ça peut être une léger pour un truc comme ça. Donc le corps est accordé au mécanisme, d'accord? Avec une volonté concentrée. Et le cœur dans un état d'ouverture, ça fait que tu expérimentes une réalité que tu produis toi-même.
L'aura va ainsi englober le tout et va donner comme une texture, une stabilité à ce phénomène. En fait, c'est un travail complet de la pensée, de l'émotion, de la volonté, du corps, de l'aura, donc de la présence d'énergie, et de l'imaginaire. Là, en gros, l'aura permet en gros à ce que ton imagination obtienne comme une toile pour s'exprimer. Merci pour le cadeau. Donc ça, c'est une chose que vous devez comprendre, d'accord? Salut à toi, Powerful. Donc vous voyez un peu la logique. Quand tu réussis à établir ces différentes étapes, que tu réussis à rendre ton imaginaire vivant, parce que l'imagination, c'est le plan spirituel. La plupart des gens n'ont pas un imaginaire vivant. Cet imaginaire est mort. Et c'est des hypnagogies qui sont fondées sur leurs souvenirs, leurs états intérieurs. En fait, ils ne sont pas dans une clarté. Leur plan spirituel est complètement déconnecté des autres plans, ce qui fait qu'ils vont voir des hypnagogies et quand ils vont se mettre dedans, ils vont aller dans des délires assez bizarres et même terrifiants. C'est là où on a des cas, effectivement, de gars qui ont dû avoir des complexes, se dire que je suis l'incarnation de tel, je suis l'incarnation de tel. C'est là où on va avoir les délires les plus absurdes. Et ce besoin, et surtout que c'est toujours cramponné à certains états égoïques, des besoins de validation, des besoins de considération, d'adoration, et de se sentir supérieur notamment. Quand tu réussis à valider toutes ces étapes, et après tu peux manifester dans ta réalité matérielle des résultats. C'est grâce à ça, il faut se mettre à plusieurs pour amplifier l'énergie des manifestations. Pas forcément, hein. On peut amplifier les manifestations à plusieurs, oui, parce que l'énergie de la matière, l'énergie psychique, a besoin du support. Comment on appelle ça? Ce sont des supports, on va dire. L'énergie collective sert de support pour que l'énergie qui agit dans la matière devienne plus vive. Ça, c'est pour ça que les gens créent des égrégores pour ça, entre autres. Les coven aussi, les autres loges, ça va ça. Euh, le syndrome de l'élu vient de personnes effectivement qui ont pu pratiquer l'occulte, soit trop jeunes, soit pas trop jeunes physiquement, mais avec un âge de conscience faible. Le syndrome de l'élu, ça vient d'une personne qui s'est perdue dans ses pratiques. C'est à ça qu'on reconnaît quelqu'un qui n'est pas ancré en fait. C'est pourquoi qu'on va vous donner des exercices de visualisation pour et l'objectif ne sera pas juste de visualiser dans votre tête, c'est que votre corps va confirmer par des sensations que c'est valable. Votre attention va donner la force, votre cœur va donner l'impulsion le vous mettre sur la fréquence adéquate. Votre aura va englober, structurer le tout. C'est votre imaginaire qui va travailler et rendre ça palpable. Vous allez expérimenter des choses vivantes. Je précise bien là-dessus. Donc, j'ai fait un peu un topo de la pratique occulte, parce qu'effectivement, il y a Azur Ahai, je sais pas s'il est toujours là, mais qui disait un truc assez vrai. Ce n'est que le début, même si 99% des humains actuels ne l'ont pas, la cohérence cardiaque, la vacuité cérébrale, l'intention dirigée, les systèmes parasympathiques corporels, l'activation de l'aura, la conscientisation de l'imaginaire, l'accordement avec le plan médian. Tout ça, ce qu'on va appeler, les gens vont appeler la supraconscience, et ils vont développer des capacités de voyance, de flash précognitif, etc. Que vous trouvez ça extraordinaire, mais c'est normal. Limite, c'est presque honteux que les êtres humains voient ça comme extraordinaire de jour, ça veut dire qu'on a vraiment régressé. Tu te rends compte qu'aller dans le Brahman, ça te choque. Tu en viens bloqué en catalepsie pendant. Oui, quand tu entres dans ce qu'on appelle Brahman, tu entres dans l'état de Samadhi, l'état où ta conscience reforme un avec l'ensemble. Tu vas être choqué, tu vas connaître une forme d'état de catalepsie, comment expliquer ça? Un état de choc profond, mais c'est normal. L'idée, c'est que l'être humain n'est pas censé rester tel qu'il est là. Il est censé s'élever et comprendre ce qu'il est réellement. Bref, pour revenir au sujet des étoiles, parce qu'effectivement, c'est le sujet de base. Je vous ai fait un petit détour pour qu'on parle un peu de ça, mais on va reparler des étoiles. J'ai parlé qu'effectivement, il existe des étoiles avec un effet actif, un effet passif. Les étoiles, je détermine par des degrés de couleur, d'un teinte et d'énergie. Et elles ont différents effets. On doit protéger ces étoiles. Comme vous vous protégez, mystiquement, vous protégez vos étoiles, vous les rechargez. En se connectant à certaines forces, on peut les recharger, notamment la Lune, le Soleil, et les étoiles elles-mêmes, Solus et Nocturne, ça va charger cela. Les éléments planétaires aussi. Parce que les étoiles influencent la destinée d'un individu. Mais quelqu'un qui a été privé de ses étoiles, oui, espérons que dans 2 siècles, l'humanité repart sur ce chemin. Oui, la méditation sert à stabiliser ta conscience. Elle sert à l'ancrer. Et ça permet effectivement une certaine protection. Mais il y a des protections occultes qu'on met en place justement au cas où, parce qu'il y a des gens plus déterminés qui viendront chercher. Pour récupérer son étoile, il faut faire
Bah, faire des rites, hein. Moi, je peux voir ça avec toi en privé, ça dépend. Parce que ça, c'est des choses où la récupération d'étoiles, c'est toute une pratique, hein. Quand quelqu'un prend l'étoile, il faut savoir que c'est pas un truc qu'il va faire comme ça du jour au lendemain. C'est quelque chose qui est planifié. Ça prend du temps. On ne se lève pas un matin pour commencer à vider l'étoile d'une personne. C'est-à-dire que ça prend beaucoup de temps. Il faut beaucoup de patience. Sinon, effectivement, bah, tu n'auras aucun résultat dans ce sens, hein. Il faut bien comprendre ça. La plupart des êtres humains pensent que ils vivent leur vie comme tout le monde, là. Non, il y a des gens, ils voient le monde dans l'aspect occulte. Et quand tu vois le monde dans l'aspect occulte, ta vie change drastiquement. Tu ne vois plus le monde de la même façon. Tu expérimentes une réalité très différente. Hmm. Ça, c'est des choses importantes à connaître parce que beaucoup de personnes, malheureusement, vivent une vie en pensant que l'occulte, c'est parfois secondaire. C'est quelque chose que tu peux négliger, etc. Sauf que l'occulte, tu ne le négliges pas, hein. C'est comme il y a un proverbe comme ça dit, la politique, soit tu t'en occupes, soit s'occupe de toi. C'est la même logique. Tu te dois de faire très attention à ce genre de choses. C'est pas bon. En fait, il faut aussi des fois être logique. Pourquoi, de par l'histoire, de par le monde, on voit des gens qui ont justement eu recours à l'occulte? Pourquoi est-ce que depuis des siècles et des siècles, les gens ils s'acharnent avec ça? Si c'était faux, si ça n'avait aucune valeur, pourquoi est-ce que les constructions des musées, des villes, de tout, s'il y a toujours des éléments codifiés, d'après vous, pourquoi il y a des fêtes? Pourquoi il y a certains rites? C'est important qu'il faut réfléchir à ça, hein. C'est un peu ça. Bonjour à toi, Twice Maximum. Les personnes comme toi vont devenir les guerriers Bodhisattva contre les méchants plus tard. Certainement. Ça ne sera pas tout de suite. Il faudra plusieurs incarnations et on risque de perdre beaucoup de monde en chemin. Sur les 8 milliards d'individus en vie sur Terre, il y a possiblement, allez, si on est gentil, 50% qui se réincarneront. Et sur ces 50%, tu dois retirer déjà, allez, au moins 25% d'entre eux qui vont errer dans le plan spirituel sans savoir où ils sont. Tu rajoutes à ça, aux alentours, parce qu'il y a ceux qui vont errer, mais dans ceux qui vont errer, il y a ceux qui vont être pris par des égrégores aussi, je précise. Tu rajoutes à ça 15% d'entre eux qui vont se faire littéralement happer dans le bas astral parce qu'ils n'ont aucune défense et aucune conscience. 15%, c'est-à-dire que ça remonte à... Il y aura donc 10% des êtres humains, soit des humains, on va dire, normaux, qui vont se réincarner. Le reste, ça va être soit pris par des égrégores, soit errer, soit être capté dans le bas astral. Parce qu'ils ont été vendus, parce que si, parce que cela. Ça, c'est un gros problème. Et même parmi ceux qui vont s'incarner sur les 10%, t'en as même pas 2% qui vont se rappeler d'avoir vécu une vie. Ouais, ils vont pas servir à grand chose, malheureusement. Ah, déjà, il y a un gros problème. Après, il y a ceux, une très faible minorité, qui vont se rappeler de quelques fragments. Mais ce sera tout. Alors, il est dit que ce qui nous est volé nous est rendu d'une autre manière. Oui, mais tu dois aussi faire des efforts pour l'obtenir. Ça m'est arrivé de voyager dans mon futur via les rêves. Ça arrive à mon frère aussi. Oui, j'ai déjà vécu ça, ouais. En fait, il faut comprendre que le temps n'est pas une ligne. Le temps, c'est une boucle. Et plutôt, le temps pourrait être vu comme un océan. Ça fluctue, ça oscille. Et les événements qui s'y déroulent en vérité, ne sont pas figés dans telle ou telle zone. Ce qu'on appelle l'avenir, c'est un ensemble de courants qui se rencontrent et qui finissent par créer on va dire une forme, un espace. Et il est possible d'avoir des perceptions de ce genre de potentialité avant qu'elles ne se concrétisent. Live. Dans nos mondes, en tout cas, tu sauras pas. Ah bah écoute, effectivement, je le dis, comme dit la Bible, les derniers seront les premiers. Ouais, c'est vrai. Les coms s'affichent plus. Alors, bonjour à toi, peau noire, je lis les coms, bien sûr, mais au fur et à mesure. Australie. Alors. Donc, oui, donc la plupart des êtres humains ne vont pas se réincarner, ça c'est assez dramatique, mais que voulez-vous? 30% des êtres humains sur les 50% restants sont des gens qui soit sont en recherche de vérité, soit sont des praticiens qui débutent, ce genre de choses, des médiums et autres, mais qui n'ont pas de structure occulte stable. Sur ceux-là, on pourrait facilement dire que il y en aura, ouais, peut-être 15% qui vont se réincarner, et sur ces 15%, on va peut-être 8% auront des souvenirs,
et encore moins auront une compréhension complète de qui ils étaient, entre autres. Le reste pourront soit errer dans le plan spirituel, soit se tomber dans leurs pratiques occultes qui vont les faire sombrer, ça dépend. Et après, il y a les initiés qui, eux, sont sûrs de se réincarner et d'avoir même des fonctions après. Bref, la supraconscience est un état où tu deviens conscient. Oui, c'est ça. C'est incroyable, j'ai vu des choses qui n'étaient même pas encore construites, bien sûr. Il y en a qui vont fusionner avec la source, oui. C'est pour ce projet des attaques. Yep. En tout cas, alors, pour ce qui est de comprendre ce qu'on appelle le sujet des étoiles, pourquoi dit-on que les sacrifices est une forme de catharsisme pour ceux qui ont trop péché? En fait, il faut comprendre que ce qu'on appelle le péché, c'est une charge karmique. Et la charge karmique, elle agit comme un nuage qui s'apprête à pleuvoir. Le sacrifice, c'est comme si tu provoquais une accélération. C'est rare en vérité de faire une accélération. Comment ça s'appelle ça? Et tu provoquais une accélération du débit d'énergie. Ça permet en vérité comme de remettre les pendules à l'heure. C'est pour ça qu'on dit que c'est une catharsis, ce sacrifice, parce qu'il y a une décharge d'énergie qui rééquilibre, mais ce n'est que momentané. Parce que le karma dispersé ne va faire que se rassembler, parce que un karma négatif ou positif continue à tourner. Même si ta charge se résolve, elle finira par se remplir par des conséquences, on va dire, annexes. C'est pour ça que il faut s'obliger de les faire souvent, notamment. Basiquement, tu as différents niveaux de fusion avec la source. Effectivement. Mhm. Donc, je pense. Alors, il faut comprendre qu'il y a plusieurs stades d'unification. Il y a plusieurs stades. Ce qu'on appelle l'unification totale, c'est quand tu n'as même plus besoin de te réincarner. Techniquement, la réincarnation ne s'arrête jamais. Pour ceux qui pensent fuir le cycle de la réincarnation. Alors, l'incarnation devient vraiment dangereuse si tu ne te gardes pas de souvenirs. Tu ne gardes pas de souvenirs, justement, de cette vie-ci. Là, oui, là, je dirais que se réincarner, c'est vraiment, ça pue la merde. C'est-à-dire que, mais en fait, tu vas poursuivre des schémas d'incarnation, mais effectivement dans d'autres univers. Fusion ou unification, ton énergie ne sera jamais passive. Elle sera allouée à d'autres fonctions. Donc oui, la réincarnation se perpétue, mais effectivement, en dépendant de ton niveau de conscience et de maîtrise, tu ne vas pas t'incarner de la même façon. Le fait est que le cosmos aura toujours intérêt à employer une personne. Des fois, certaines personnes, elles veulent par exemple ne plus se réincarner, entrer dans un état de fusion pour ne plus avoir du tout à se réincarner. Dans ce genre de cas, tu pourras rester dans quelques milliards d'années inactif en apparence, jusqu'au jour où le cosmos jugera bon de te rappeler. L'univers n'est jamais immobile, l'univers est toujours mobile. Ce qui veut dire que tu seras d'une manière ou d'une autre au service du tout. Parce que là aussi, c'est un gros problème qui marque en fait le comportement très égoïste de la plupart des êtres humains, de penser que tu vas te retirer de tout. Bah non, ça marche pas comme ça. Sois sérieux. Donc tu vas te retirer de tout parce que tu te dis ouais, je vais laisser les autres se débrouiller. Ça prouve bien que toi, tu es sûr de revenir. Hein. Bah, c'est logique. Parce que tu es encore dans un état où tu te considères comme séparé des autres. Ouais, ça c'est compliqué. Donc je sais qu'il y a des gens qui vont pas kiffer ce que je dis, mais moi je suis pas là pour vous faire kiffer, hein, je suis là pour vous dire des vérités. Bonjour à toi SBS. On peut fusionner avec des cubes étant donné que ça t'ouvre un genre de conscience. Oui, tu peux effectivement surdimensionner. Et dans tous les cas, il y a en fait, l'incarnation actuelle n'est qu'une forme parmi tant d'autres. Il y a beaucoup, beaucoup de stades différents. Cette incarnation que nous vivons, dans mon EMI, je ne suis pas passé par l'astral directement vers la source. Déjà, tu peux pas aller vers la source sans passer par l'astral, c'est pas possible. Parce que l'astral, vous confondez l'astral et le plan spirituel. L'astral, c'est le lieu de causalité, de rencontre. C'est le lieu où, effectivement, tu vas rencontrer ce qu'on appellera les points de causalité. D'accord? C'est là où se trouvent les anges. Le cosmos, il faut voir que le cosmos est constitué comme tu vas prendre une mer. Tu as la surface, un peu plus bas, un peu plus bas, un peu plus bas, jusqu'aux profondeurs. C'est comme si tu voulais passer d'un stade à un autre. Tu peux pas. Tu vas pas sauter d'un plan à l'autre. Ou c'est passé tellement vite que tu n'en es pas rendu compte. Parce que c'est un élément constitutif. C'est ça l'astral. Ce n'est pas chacun son expérience, c'est qu'il y a des lois. Moi, je suis pas en train. Le problème, c'est que de la spiritualité, c'est devenu un joyeux bordel parce que beaucoup ont commencé à croire que oui, je pouvais faire à ma sauce. Non, ça marche pas comme ça. L'univers a une structure. Et cette structure, il faut la comprendre. Parce que sinon, après, on peut avoir une interprétation
qui ne correspond pas à la réalité. Les mots peuvent différer, mais il y a des structures globales. L'astral, c'est un point de rencontre, un point de passage. Aller dans l'astral n'est pas donné à tout le monde en conscience, parce qu'il faut un certain travail, mais c'est un seul lieu où tu peux voir l'avenir, par exemple. Parce que l'astral, c'est les points de rencontre, de causalité des lois de l'univers. Ce qui veut dire que quelque chose qui va arriver, tu peux le voir dans l'astral, parce que techniquement, tout est lié. Et c'est dans l'astral que tu t'en rends vraiment compte, cette unité d'unification de tout. Par contre, beaucoup vont faire la confusion entre l'astral et le plan spirituel. Quand tu te projettes dans le plan spirituel, tu n'es pas dans l'astral. Et c'est dans le plan spirituel que tes états intérieurs vont être reflétés directement. L'astral ne va pas seulement refléter des états intérieurs. C'est pas forcément exactement ça, ça marche. Le plan spirituel, c'est là où le danger se vient, parce que c'est là où tu es dans les hypnagogies, par exemple. Dans ton j'ai vu un seul blanche et rejoindre le canal pranique, tu es descendu. Ok. Le monde est logique des structures, il y a des limites suite à sa structure. Bien sûr, en fait, il y a ce qu'on appelle l'astral. Après ça, il y a ce qu'on appelle le plan, ce que les gens appellent la source. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le plan mental. Mais pas le mental limité, on parle du mental divin. Le plan mental, c'est la source de toute chose. C'est-à-dire que c'est là où toute chose prend sa source, et c'est le plan qui n'a plus de forme. Quand tu es dans le plan là, tu n'y a plus de forme. L'astral, lui, c'est le plan des causalités, des interactions. Tu peux être dans un état d'unité, c'est là où on se ressent le plus en état d'unité, de communion, et c'est un état, c'est là où tu vas avoir plein de fils de direction, de potentialités d'univers. Quand tu es dans cette dimension, l'astral, tu peux littéralement voyager dans d'autres réalités, dans d'autres univers. Tu peux faire un peu ce que tu veux de ce côté-là. Après, en dessous, il y a le plan éthérique. Et le plan éthérique, lui, tu peux pas voyager comme tu veux. Tu peux te projeter des très longues distances. Hein. Quand tu travailles très bien le corps éthérique, tu travailles dans le monde éthérique, ce qui va se passer, c'est que tu vas justement pouvoir aller dans des dimensions, enfin, des dimensions, peut-être pas, tu es dans les dimensions éthériques, tu vas aller dans certains royaumes élémentaires, oui, c'est possible. Tu pourras aller faire des visites dans d'autres, sur des planètes, c'est aussi possible. Mais en général, le corps éthérique ne quitte que, pour faire un bon voyage éthérique, ça demande tout un travail pour que le corps, et ce corps énergétique se structure de façon à permettre ce genre de voyage. Parce qu'il ne supporte pas bien d'être éloigné trop longtemps du corps physique. Parce que c'est lui qui donne sa vitalité, d'ailleurs. Et qui sont allés sur la Lune. Que ce soit en vérité la ceinture de Valen. Sauf que le problème, c'est quoi? C'est que les éléments physiques ne régulent que les éléments physiques. Autrement dit, le corps astral, c'est une onde électromagnétique. Et par conséquent, il n'est pas limité à certains déplacements, comme pourrait l'être le corps physique. C'est-à-dire que le monde physique, c'est l'état de la densification. C'est l'état où les choses prennent corps, se densifient et ralentissent leur fonctionnement. Donc c'est là où la limite peut apparaître. Mais à partir du moment où tu vas dire dans le plan éthérique, c'est-à-dire que le plan éthérique peut survenir sans que le corps physique ne soit là. Le corps éthérique, c'est là où beaucoup disent qu'il y a des fantômes errants. C'est le corps éthérique qui se déplace. Il peut survivre près de 1000 ans sans le corps physique. Alors, tu as dit attention, cohérence cardiaque, imagination, alors, la supraconscience de certaines personnes ressentaient des vibrations dans leur corps. De quoi c'est dit? Bah, c'est déjà que quand le corps électrique se met en mouvement, c'est les vibrations, c'est-à-dire, c'est l'électromagnétisme de ton corps qui s'active. Et là, ça peut faire réagir les nerfs, l'ensemble de la structure, et ça permet la séparation. Alors, pour la supraconscience, j'ai dit, déjà, premièrement, on va dire l'état parasympathique par la respiration ventrale pour que le corps soit réceptif, l'intention canalisée et par l'attention présente, la cohérence cardiaque, la vacuité cérébrale, l'activation de l'aura et sa conscientisation, l'usage conscient de l'imaginaire, et après l'accord avec la réalité. C'est pour ça que les gens vont utiliser des gestes, des paroles, etc., etc. Le plan éthérique, bon, il est plus ou moins limité, ouais. Il y a le plan éthérique, il y a le plan astral, il y a le plan mental, il y a le plan aurique, et chacun a des fonctions différentes. Le plan mental, c'est le plan où tout prend source. C'est le plan des ondes quantiques primordiales. C'est là où on appelle la source, le domaine des divinités, des grands principes. Le plan astral, c'est le plan littéralement des ondes quantiques quand elles commencent à entrer dans un champ de fréquence et de causalité pour se manifester. Dans ce, c'est les rencontres, c'est tout ça, c'est là où demeurent les entités angéliques. C'est ça, c'est cette demeure-là. C'est le domaine des lois naturelles. Tandis que l'éthérique, c'est le plan des forces vives, des forces élémentaires. C'est là où les êtres élémentaires, dragons, sirènes, tout ce que tu veux vivent. C'est le plan des forces énergétiques vives qui structurent la matière et qui la définissent. Ces entités-là, bah écoute, c'est ce plan-là où justement les forces prennent leur racine, se transforment et viennent dans la matière où on repart. Après, on a le plan physique.
plan de la manifestation de la densité qu'on associera aux entités du monde, donc les démons. C'est eux qui gèrent la matière, la densité, la forme. C'est le plan qu'on connaît parce que c'est d'ailleurs les animaux sont beaucoup plus proches de ce plan que nous. Il y a certaines autres créatures qu'on appellera des cryptides. Après, il y a le plan aurique, c'est le plan de la mémoire et de la présence. Quand une personne marche avec autour de toi, tu sens qu'il y a sa présence, son aura qui peut te toucher. Et l'aura, c'est un porteur de mémoire. Tout en elle, tout dans l'aura, bonjour à toi Cécine, tout en elle est contenu. Ton état mental, émotionnel, ton état de volonté, tes désirs, ton corps physique, tout ton être, ton état intérieur, même ton passé, tout est lisible dans l'aura, parce que c'est le champ de mémoire qui fait que tous les autres plans se canalisent et créent une forme de stabilisation. C'est le plan des mémoires, le plan des ancêtres. Après, on a littéralement ce qu'on appelle le plan spirituel. Le plan spirituel, c'est le plan associé aux hypnagogies. C'est le plan de l'imagination consciente comme inconsciente, personnelle et collective. C'est dans ce plan que beaucoup confondent. D'abord, quand ils meurent, ils croient qu'ils sont dans l'au-delà, mais ils sont dans le plan spirituel. Et c'est là où certains se font absorber par les égrégores. Et après, ils connaissent la deuxième mort. Ça, c'est encore un autre sujet. C'est-à-dire que... Et ça, ce plan-là, c'est le plan que les humains utilisent pour, par exemple, créer des objets, etc., etc. Bref. Après, t'as d'autres plans encore. T'as dans le plan, dans ce qu'on appelle dans le plan spirituel, vers sa fin, t'as une partie du plan spirituel qui est beaucoup plus dense et condensée, qu'on appelle le bas astral, la fosse. C'est là où se condensent toutes les énergies négatives ou instables que l'humanité génère comme des déchets. Ceux qui ont vu Jujutsu Kaisen, c'est un peu partie des fléaux, quoi. À l'opposé, parce que l'univers marche par toujours par principe de binarité et de rééquilibrage, il y a ce qu'on appellera la galerie, ce que les gens vont appeler le haut astral. Ce n'est même pas l'astral, c'est une partie du plan spirituel. Mais c'est la partie où l'énergie se filtre et est majoritairement concentrée au positif. C'est des plans plus denses que le plan spirituel en lui-même et plus proche de nous, techniquement. C'est pour ça que l'humain a cette tendance à vouloir mettre d'un côté le bien et le mal. Puis après, peut-être on appellera l'interstice, le plan de passage entre les mondes. C'est une zone intermédiaire entre le plan spirituel et l'autre et le dernier plan, dans lequel justement des manifestations sont possibles. C'est là, quand un être est dans ce plan, c'est quand il médite, quand il est dans un état de transe profond, ou quand c'est quelqu'un qui est par exemple décédé et qui commence à créer des manifestations, genre un fantôme qui apparaît ou qui pousse des cris, ça vient de là-bas. Et après, dernier plan, t'as le plan médian, c'est le plan où les humains vivent, c'est un plan qui est créé par les humains. Parce que quand tu es dans une maison, la maison n'a pas poussé de terre. C'est un humain qui l'a créé. Il a altéré la matière, n'est-ce pas? Et la mémoire, via le plan spirituel. En passant par le creuset, l'interstice, c'est venu dans le plan médian. Dans notre plan ici. Donc c'est un peu comme ça que tout se répartit, quoi. Tu as déjà communiqué avec d'autres êtres à quatre creusets comme nous, mais qui ne sont pas. Ouais, j'ai déjà communiqué, ouais. En densité. Oui, c'est comme si mon âme veut se détacher de mon corps. Voyage astral, ouais. Mais en fait, l'astral existe dans notre réalité, c'est juste... Ouais, l'astral existe dans notre réalité. En fait, tous les plans ne forment qu'un, hein. C'est juste qu'il y a une dissociation qui apparaît à cause des différences de fréquence et de conscience. Et l'astral, en vérité, si tu vas vraiment dans l'astral, tu vas constater que c'est littéralement comme des lignes de causalité qui se croisent. C'est surtout ça, en fait, l'astral. C'est là où toutes les lois naturelles s'appliquent dans tous les univers. C'est qui est différent encore du plan spirituel. Moi, je comprends mieux. Mais on est d'accord que le bas et haut astral, ce sont pas réels, c'est des hypnagogies aussi. Oui, effectivement, c'est ça que j'explique, J22. Le plan spirituel c'est une création. Enfin, les humains génèrent le plan spirituel par leur projection des choses. Quand un animal va voir, par exemple, un éclair qui frappe le sol, lui, il voit un phénomène physique pur. Son instinct veut lui dire que c'est dangereux. Dans le plan éthérique, ce sont les élémentaires qui sont rassemblés, qui ont provoqué ce phénomène dans la matière. Plus haut, c'est les anges, ce qu'on appelle les anges, les intelligences qui gèrent les lois naturelles, qui ont fait s'accorder les différentes causalités, lignes temporelles pour que ça se manifeste. Encore plus haut, au niveau du plan mental, c'est les divinités, les principes qui ont manifesté un de leurs aspects ici-bas. Et contrairement à ce que nous on va penser, la faute qui va frapper va avoir des impacts, effets papillons plus larges. Et c'est ça que le plan mental vise, un impact plus large et souvent beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît pour provoquer certaines choses. Donc à différents niveaux, il y a un rôle, il y a une manifestation. Le plan physique, ça se manifeste, le plan aurique. Dans le plan aurique, la foudre qui a frappé quelque part, même si tu passes dans 10 ans, si tu es suffisamment conscient, tu pourras savoir que la foudre a frappé à cet endroit-là. Même s'il n'y a pas de traces physiques. Parce que c'est le plan de la mémoire qui encadre ça. Et quand quelque chose s'est passé une fois, il y a plus de chances de se passer une nouvelle fois. Ça, c'est comme ça que les différents plans fonctionnent. Le plan spirituel, lui, c'est le plan de la projection. Les êtres humains, si un être humain, par exemple, qui n'a pas développé sa conscience, va venir dans cette zone, ou qui voit la foudre frapper, il va dire que, oh,
Il va se représenter un humain dans le ciel qui envoie un éclair. Dit que c'est tel Dieu qui a frappé. C'est une façon très simplifiée et anthropomorphique de décrire un mécanisme plus vaste. Celui qui est conscient va savoir que ouais, c'est tel principe associé à telle divinité qu'on va appeler Shango, Evioso, bref, qui a frappé, s'est manifesté pour telle raison. Parce que le plan spirituel, c'est littéralement une sorte de filtre. Et ce filtre, si tu n'as pas clarifié en te connectant aux différents plans, étant clair en toi, tu vas commencer à donner des hypnagogies, des interprétations qui ne sont pas réelles. Et naturellement, le plan spirituel a créé le haut et le bas astral, qui ne sont même pas de l'astral, mais du plan spirituel, qui sont littéralement les amalgames des énergies positives et négatives générées par l'humanité. Littéralement. Donc c'est clairement des hypnagogies. Ouais, Jujutsu Kaisen, c'est très très fort, c'est vrai. L'impression qu'il y a un tremblement de terre ou autre. L'arbre de Sephiroth. Effectivement, l'arbre de Sephiroth, il raconte bien tout ça. Ok. Ok. C'est auto-généré par notre psyché, c'est réel, mais que pour toi, vu que c'est tes pensées, etc. Le plan spirituel regroupe l'inconscient collectif, c'est-à-dire que, et personnel. Si j'imagine par exemple un éléphant rose, je vais avoir dans mon inconscient, enfin dans mon subconscient, mon conscient personnel, dans ma partie à moi du plan spirituel, une image comme ça. Si plusieurs personnes pensent à un éléphant rose, elles vont se connecter à cet élément. Elles vont lui donner vie. Si elles décident de créer, je sais pas moi, un personnage qui va s'appeler, je sais pas moi, Boss, qui est un éléphant rose, ça va créer un égrégore, il va vivre dans le plan spirituel, il commencera à affecter les choses qui se passent dans le plan médium ici. Là où dans la nature, le plan purement physique et le plan aurique, il n'a aucun pouvoir direct. Parce que ces plans-là ne sont pas contrôlés directement par les humains. C'est un peu les nuances à comprendre. Le plan spirituel est réel, mais il est autogénéré par l'humanité. Même les morts y participent. Hein. Ça, je tiens à le préciser. Bref, encore une fois, merci à tout le monde d'être présent dans ce live. Merci à tout le monde d'aimer le live, de le partager, de le republier, de vous abonner, de faire des cadeaux. Hum. Alors, les égrégores se créent soit par rituel, soit par manière involontaire. S'il y a des gens qui, justement, se regroupent... Imagine, tu vois, regarde, dans un match, quand des gens vont regarder un match de football, qu'est-ce qui se passe? Leur plan mental ont une pensée. Dans le champ quantique, l'image, les trucs associés au football se créent. Les principes agissent. L'astral, ils se connectent entre eux par une émotion, une vague qui sera commune. Puis, on a la volonté, ils auront le désir que leur équipe gagne, ce genre de choses. La charge éthérique va s'amplifier. Les actes physiques, les gens vont peut-être taper des mains, pousser des cris, taper au sol. Tu vois qu'en gros, il y a plusieurs énergies qui se rencontrent. L'énergie aurique, parce que ils vont se retrouver ensemble, leurs auras vont se mélanger, ça va créer un certain nombre de phénomènes. Tout ça, ça va faire quoi? Dans le plan spirituel, ça va créer un égrégore. C'est un égrégore créé involontairement. C'est là où on va dire qu'on va avoir littéralement des hooligans. Individuellement, les individus ne sont pas dangereux, ne sont pas violents, mais pris par cette émission d'énergie collective qu'ils ne maîtrisent pas, ça les fait complètement divaguer et ils font n'importe quoi. Ça, c'est une création inconsciente. Les égrégores conscients, par exemple, ça va être la FIFA, par exemple, qui crée un égrégore, avec un point central, la Coupe du Monde, etc. Ça donne des points de support pour canaliser cette énergie collective et la matérialiser pour avoir des résultats, ou pour orienter les comportements de la plupart des gens, parce qu'ils comprennent les mécanismes. La réincarnation, pas forcément toujours. On se réincarne pas toujours en 50 jours, ça dépend des gens. Il y a des... Après, ça oui, ça peut se faire en 50 jours. En moins ou en plus, ça dépend. Et donc, ils savaient très bien pourquoi ils font ça. Bon, en fait, tous ces gens, ils connaissent très bien les lois naturelles. Hein. Par exemple, vu qu'on parle de base d'étoiles ici, et de pratiques occultes, il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes, des gens qui ont un talent, par exemple, pour la chanson, pour la danse. On va les repérer, on va voir que, ah, tel, il a telle étoile. On va l'intégrer. Oui, le dieu des religions est un énorme égrégore, ça c'est clair et net. Il a été fait par des initiés. Hein. Ne pensez pas qu'un égrégore pareil était fait juste inconsciemment. Il est introduit par des inconscients, mais c'est des initiés qui l'en gèrent jusqu'aujourd'hui. Et c'est pareil pour celui des musulmans, des juifs aussi, c'est des égrégores. Et même dans le vaudou, malheureusement, on a des égrégores qui se sont générés. Là où on a des principes et des entités qui sont tout à fait cohérentes, les gens ont commencé à mettre leurs fantasmes sur certaines entités, comme Ushun, par exemple, et ça crée un égrégore, qui est associé à la divinité, mais qui détourne une partie de l'énergie de ce que ça devrait être. Et ça, c'est encore un autre sujet. Bref.
Donc, comme je prends un exemple, quelqu'un peut avoir un très grand talent pour la danse, le chant, on le repère, on voit qu'il est une étoile, on va par exemple vouloir le faire faire des choses. Pourquoi, d'après vous, il y a toujours ces histoires de scandales sexuels dans le milieu de la musique? Pourquoi? Parce que vu que les gars ils vont voir que t'es une bonne étoile, on va te faire des bails. Et par les rapports intimes, c'est le meilleur moyen de prendre des énergies. En prenant ces énergies-là, bah, la personne, elle va avoir son talent, mais elle va commencer, on va dire, à rentrer, elle va commencer à rentrer dans leur même pratique. Parce qu'on lui a drainé son énergie et que son étoile n'est plus auto-alimentée, parce que ouais, elle a été fracturée énergétiquement, elle va devoir, elle aussi, recourir aux mêmes pratiques d'agresser des plus jeunes pour pouvoir prendre des énergies. C'est comme ça qu'il crée une véritable mafia, en vérité. C'est pour prendre les énergies, les étoiles des gens, enfin, pour les vider, quoi. Bonsoir, pourquoi on veut prendre... Alors, pourquoi est-ce qu'on veut prendre ton énergie? On veut prendre ton énergie pour plusieurs motifs. Un, la personne qui veut prendre veut ajouter en plus à son pouvoir. Deux, elle a un besoin vital de ça parce qu'elle pratique les mauvaises arts, les arts occultes dans le sens négatif. Et donc, elle est dépendante du fait de prendre autrui pour fonctionner. Trois, elle veut prendre cette énergie et la vendre ou la donner à quelqu'un qu'elle apprécie. Oui, parce que croyez-le ou pas, il y a des gens qui, ce qu'on appelle les manteaux de gloire, par exemple. C'est quelqu'un qui peut avoir la grâce étoile de la gloire. Et cette étoile, cette énergie, on capte et après, ça se redistribue, ça prend une autre forme. Et ça peut être vendu au marché mystique, par exemple. Ça, c'est juste de... Ok, d'accord. Bon. Alors, ça voudrait dire qu'il faudrait faire un travail occulte pour faire ce genre de choses. Il y a les marchés, hein. Il y a les marchés. Comment tu veux... Ah, ça va et toi, Jim? Ça fait longtemps. Oh, moi, ça va très bien et toi? Donc, ouais, ça, quand on parle des étoiles, c'est beaucoup de choses comme ça. Je n'avais plus accès à mon énergie pendant 1 an et demi. Une horreur. Quand on m'entend, Jim, bah, effectivement, quand tu n'as plus accès à ton énergie, quand on dit, ouais, on a volé ta destinée, déjà, il y a des choses qu'on fait pour récupérer tes énergies, il y a des choses, merci pour le cadeau, des choses pour casser les influences, pour te protéger, couper les liens, c'est une chose. Mais, il y a également d'autres pratiques qu'on va réaliser parce qu'on sait très bien que si on a pris tes énergies, ça veut dire qu'il y a une faiblesse dans ton champ énergétique. Et cette faiblesse, bah, malheureusement pour toi, c'est ça qui te met dans les problèmes. Ici, à Valenciennes, il y a un collègue. Ah ouais, c'est chaud ça. Non, parce qu'effectivement, je n'arrive pas à comprendre comment on peut voler ton énergie à vie. Ben, de la même manière que si, par exemple, imaginons quand quelqu'un a trouvé une brèche dans ton champ énergétique, il peut la détourner. C'est un peu la même logique que si quelqu'un, par exemple, veut voler des affaires à toi. Sauf que là, bon, c'est pas des simples affaires. L'énergie vitale, je vais dire, aucune idée de comment c'est arrivé. Bah, ça, soit ça est arrivé par le rapport à team, soit par d'autres méthodes. C'est toujours quelque chose de proche pour que ça puisse faire ce genre de choses. Sinon, c'est pas possible. On peut pas voler l'énergie enfin, on peut pas voler l'énergie d'une personne comme ça. Il y a forcément une brèche qui explique ça. Parce que sinon, c'est pas possible. Mhm. Donc oui, c'est un peu ça l'idée. Merci pour les cadeaux, Jimmy. Merci pour les likes. Donc ouais, en fait, il faut comprendre qu'on vole l'énergie parce qu'on trouve une brèche dans ton champ et après on la draine. Aussi sûrement qu'une sangsue va boire le sang de sa cible. C'est la même logique pour un moustique. C'est des pratiques qui existent tout à fait. La brèche peut-elle être... Oui, le manque de connaissance est une brèche. Par exemple, toi, tu vas vers une personne. Toi, tu ne connais pas quelle pratique. Et que elle va te dire, oh, telle personne. Par exemple, elle, tu ne la reconnais pas. Elle va commencer à établir, elle va commencer à parler face à toi, Jim. Merci. Merci également. Elle va commencer à te parler, elle va commencer à vouloir te toucher. Toi, tu ne sais pas, tu dis, oh, telle personne est sympathique avec moi, on parle, elle te touche. Toi, tu es comme ça, tu ne réalises pas qu'en vérité, elle t'a marqué. Et après, elle peut passer par cette empreinte énergique pour te retrouver mystiquement, et après te vampiriser. Ça viendra un jour où il s'est cassé les dents, c'est ce que font les gens. Intéressant, ouais, j'imagine bien. Et comment on peut récupérer, même si c'est depuis notre naissance? Bah, il faut faire des rituels pour casser ce genre d'influence, c'est le truc. Souvent avec la fornication, la drogue, l'alcool. Parce que quand tu es dans un état déjà, quand tu es dans un état de conscience altérée, tu as des portes, tu es plus poreux et plus accessible énergétiquement. De la même manière que, bah, si après la personne a des rapports intimes avec toi, là c'est fini. Par exemple, imagine, t'as bien bu, tes canaux sont ouverts, en plus tu couches, ça connecte vos énergies et te vampirise, c'est fini.
Ça, c'est une chose. Tu laisses des portes ouvertes. Bah, en fait, si la personne te touche, effectivement, il faut transmettre toucher, il faut activer toutes tes défenses auriques. Il faut être capable, hein. C'est comme ça. Et pourquoi c'est toujours l'épaule ou la main? Parce que l'épaule, c'est littéralement ce qui soutient, ça représente l'autorité. C'est pour ça qu'on met dans l'armée, tu vois, on met les gratons, enfin les étoiles, les trucs comme ça, ici, là. Ça représente l'autorité, l'assise. La main, c'est la saisie, c'est la capacité à toucher, à saisir, etc. Et la gauche, pourquoi? Parce que le côté gauche, c'est ce qui tient les choses. La main gauche représente ce qui tu possèdes. La main droite représente ce que tu donnes, l'énergie d'impulsion. Voilà pourquoi on dit gauche, droite, gauche, droite. Tu prends un point d'impulsion avec la jambe gauche, le côté féminin, le côté de la mémoire et de la matière, et de la mer aussi. Et cette énergie, tu l'impulses dans le mouvement actif du masculin, le côté droit. Sorti de soirée, j'avais beaucoup bu. Je suis allé voir une meuf, elle m'a vampirisé. Ah bah, malheureusement, ça arrive souvent. Je repasserai. Merci en tout cas pour tes explications. Merci à toi, Zotkeye. Pas de souci. Encore une fois, si vous avez besoin de mes services, vous pouvez me contacter en privé. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez également passer par mon lien en description pour mon livre, pour aller donner la force à mes différentes chaînes ou pour réserver votre consultation. De la même manière, j'ai mon site qui est désormais disponible, www.marcora777.com. Et ceci étant dit, je remercie toutes les personnes qui aiment le live, qui le partagent, qui le republient, qui s'abonnent et qui font des cadeaux. Je remercie toutes les personnes qui donnent de la force à mes différentes chaînes et qui me font confiance pour travailler avec moi. À distance, il arrive, donne des coups, travaille sur la vessie, des cheveux qui tombent. Ça, c'est clairement, en fait, on est en train d'attaquer mystiquement, en fait. Toi, on est en train d'attaquer. Là, dans ce genre de cas, quand quelqu'un fait ce genre de pratique, faut pas laisser. Quelqu'un qui t'attaque mystiquement, tu reçois des coups, ça veut dire qu'il agit au niveau métérique, ça veut dire qu'il a déjà ouvert une porte d'accès, bah là, faut bagarrer, hein. Faut pas blaguer, faut vraiment pas blaguer parce que ça peut vraiment devenir compliqué. Pour toi, Lio fait. En fait, vous voulez tous me mettre dans les problèmes, vous, hein. Alors, Lio est un garçon intéressant. Il donne des informations qui ont clairement du sens, ça je ne le nie pas. Après, bonsoir à toi, Elton. Mais, moi je dirais qu'il y a beaucoup de théories et pas forcément de. Il y a des choses mises en pratique, mais on est dans du développement personnel et un peu du New Age. Après, il doit avoir également ses pratiques, bien sûr. Mais de ce qu'il partage, il est, il est pas exactement dans du New Age. Il essaie de structurer un peu les choses et je ne catégorierais pas comme étant de New Age en fait. Plus dans une forme de développement personnel appliquant le spirituel, l'occulte. Sans rentrer en profondeur, c'est la nuance. En tout cas, merci à tout le monde. On atteint les 20K. Merci de votre soutien. La gnose, c'est un cadre et tout ce qui est dans le cadre assez limité. La consultation consiste à faire de la voyance pour comprendre exactement ta situation. D'accord? Ça consiste également à te donner des rituels et des techniques à mettre en place pour te sortir de cette situation. Et également, éventuellement, on fera un soin énergétique si ça, je ressens le besoin ou pas. Tandis que ça peut également donner des travaux plus si c'est nécessaire. On verra. Et c'est l'école je suis sûr. Alors, ça, c'est des informations à connaître. Je suis pas allé dans des loges, moi. On a voulu me mettre dans des loges, mais j'ai flairé le danger et je me suis barré. Dit, oula, je suis pas dans ça, moi. Parce que si on te fait rentrer dans une loge, qui se passe? On t'associe à certains égrégores, d'accord? Et en t'associant à certains égrégores, ton énergie, en fait, tu obtiens une certaine protection et certaines connaissances et capacités. Et en échange, tu dois une fidélité assez absolue à cela. Et tu dois faire certains sacrifices, etc. Et vu que je suis pas dans ça, j'ai fait au revoir. Je vais éviter. Ok, Reine des Eaux, j'ai vu ton message. Parce que là, j'ai mon deuxième téléphone. Ok. Et des envoûtements, faut prévoir. Je suppose en plus. Alors, c'est-à-dire que. euh,
Euh, alors, si c'est un désenvoûtement, c'est environ 200 euros. Et les désenvoûtements, ça se fait sur un mois, d'accord? Après, on peut en discuter en privé, y a pas de souci. Occulte. Alors, je propose ok, ok, d'accord, je réponds juste à ce message un jour. Désenvoûtement. D'ailleurs, ceux qui veulent s'intéresser à mes tarifs, il y a littéralement, en épinglé, il y a mes tarifs dans ma chaîne. Ok. Oui, il y a plein de loges pernicieuses, très peu de loges où on atteint le but, mais vu que tu l'as déjà atteint, ah, moi je pense pas que j'ai complètement atteint. En fait, d'accord, ok. Attendez. Alors, ok. Alors, désolé. Le but des loges du plus haut degré, qui est au 33e degré, est d'aller dans le Brahman. Donc bon, ça fait un moment que j'ai envie de te prendre rendez-vous, mais je veux prévoir. Alors déjà, il faut comprendre que si on fait un travail de consultation, ça permettra de pouvoir clarifier la situation, d'accord? Si tu as besoin de temps pour mettre de côté, pour pouvoir bah, lancer un autre type de travail, il n'y a pas de souci, ok? Ensuite, 107.3, ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que le travail occulte en lui-même, si on fait un désenvoûtement, c'est un travail qui peut prendre un certain temps, parce que justement, bah, les personnes qui t'ont fait ça n'ont pas fait ça en 2 jours, quoi. Alors, ok. Ouais, je suis en train de faire deux choses en même temps, c'est pas forcément l'idéal. Bah, Marc. Alors, moi, je dirais que, moi, après, tu sais, hein, depuis un certain temps, j'observe voyance. Rokina, ok. Alors, d'accord. Ok. D'ailleurs, je rappelle, hein, je prends les virements, les transactions PayPal, ainsi que les Wero. Fatima, tu comprends rendez-vous 07. Ok. Du coup, voilà, ça c'est fait. C'est la première fois que je vous vois. Enchanté et bonne soirée, merci. Comment ça compte bloqué? D'accord. J'ai pas trop compris pourquoi compte bloqué, mais pourquoi pas, hein, ok. Très bien. Alors, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, vous avez. Alors, je vais vous montrer comme ça directement parce que des fois c'est mieux de montrer. Alors, vous pouvez faire ça. Il y a plein de fous sur les réseaux. Euh, ok. Il y a des gens. Oh, coucou Lumra, petit bébou. Alors, ouais, mais c'est quoi justement? Brahman. Brahman, il faut comprendre ce que ça vient de quoi? C'est l'état de conscience transcendant. L'état qui dépasse la conscience individuelle et qui s'étend comme un fleuve, enfin, comme un océan qui s'écoule à travers toutes les consciences individualisées. Quand tu atteins Brahman, tu atteins cet état en vérité. Alors, 20. Ok. Coucou, trois fournisseurs de société qui pompent mon compte de RSA. Ah, c'est chaud ça. Ouais, en fait, l'océan divin qu'on appelle dans la tradition. Ah, on appelle ça dans la tradition de Kemet le Nun. Dans beaucoup d'autres traditions, on parle justement de ce qui. Parce qu'il faut comprendre que, bon, la plupart des êtres humains, ils ont été biberonnés à une culture abrahamique. C'est ça, en gros.
en gros, avoir accès à la conscience. La conscience omniprésente, c'est-à-dire que quand tu atteins cette état de conscience, tu rentres en résonance avec le grand réseau. Et ça te fait comprendre que ce que tu es, tu as une vision que tu es le tout matérialisé dans un corps spécifique. Ça, c'est une base fondamentale pour avancer. Par contre, c'est pas la fin. Parce que même si tu as atteint cet état, tu dois le travailler pour pouvoir, en gros, le peaufiner et en faire ton état naturel, en fait. Ça va devenir ton fonctionnement naturel. Ça prend du temps. Alors, il attaque le dharma. Le dharma, c'est ce qu'on appelle l'aspect positif. Parce que souvent, le karma prend une connotation négative, mais le karma, c'est simplement le principe de cause et effet. Tandis que le dharma, c'est le principe de la loi naturelle, ce qu'on appellera notamment mahat. C'est le bon. Alors, je reçois un message là. Ok, ok, ok. Heureusement, j'ai des modérateurs qui jouent bien leur rôle. D'accord, voilà. Bref, encore une fois, merci à tout le monde qui aime le live, qui le partage, qui le publie, qui s'abonne, qui font des cadeaux, qui le commande dans le respect de l'importance et la bonne humeur. Merci aux personnes qui me font confiance, qui réservent des consultations avec moi ou d'autres travaux, qui donnent de la force à mes différentes chaînes et à ma chaîne TikTok, qui achètent mon livre, etc. Alors, ok. Tac, 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 tac. Donc, ça, ceci étant dit, mais du coup, le Brahman, ça place où au niveau de la conscience? Le Brahman, c'est l'état initial de la conscience, d'accord? Son état initial, son état de base fondamental. Ça, le Brahman. C'est pour ça qu'on considère ça comme l'objectif. Revenir à l'état de conscience primaire. L'état où la conscience sait qu'elle est un flux qui se diffuse. C'est le but. La plupart des pratiques occultes visent ça, en fait. Elles visent, en gros, c'est l'état de retour à la conscience primordiale. L'état où la conscience n'est plus divisée, mais qu'elle rentre dans sa parfaite synchronisation. Après, Brahman, c'est-à-dire que tu peux atteindre Brahman et ta conscience se transforme. Bien sûr, c'est une étape fondamentale, mais il faut le répéter, répéter, répéter. Parce qu'en gros, ta conscience intègre parfaitement le mécanisme. Parce qu'en gros, tu vas revenir à une étape d'individuation et tu auras conscience de cette quasi-omniscience. Merci pour le cadeau. Par contre, tu vas devoir en gros. En fait, tout niveau de conscience devient un état. Et le but, c'est que l'état devienne ta norme. C'est le but fondamental. Ce n'est pas juste que oui, c'est un niveau de conscience, ce qu'on appelle Brahman. Samadhi, attends, Brahman, c'est le retour à l'état de conscience initial. Samadhi, c'est l'expansion de conscience. Moksha, c'est la libération complète. C'est quand il n'y a plus de friction dans l'être. Et ça, c'est encore d'autres étapes à atteindre. Mhm. Si vous avez des questions, posez-les, je répondrai en commentaire. Et merci à toutes les personnes qui aiment le live. Alors, pour tous ceux qui veulent effectivement des consultations, là il est 18h. Moi, je reste disponible pour des consultations. J'en ai une à 20h, là environ. Et donc, pour le reste, ça sera certainement demain pour ceux qui veulent des consultations avec moi. Vous pouvez réserver votre consultation pour demain ou pour la semaine prochaine, ça dépend. Donc, ok. Si vous avez. Alors, tu me pratiques universelle. Que signifient les sifflements d'oreille au moment des prières? Alors, les sifflements qu'on va appeler les acouphènes, c'est littéralement qu'on appelle ça des canalisations. Tu canalises un message si tu veux. Tant que tu n'as pas de problème médical, considère que c'est l'oreille interne, influencée, on va dire, par beaucoup de mécanismes dans ton cerveau et autres, qui réagit justement aux différentes fréquences vibratoires dans ton corps et autour de toi. C'est là où tu captes des messages. Après, ça dépend du côté qui est impliqué et d'autres choses pour pouvoir l'interpréter. Logiquement, c'est pas atteignable par l'humain, juste par nature de ce que. Bah si, justement, l'objectif c'est d'atteindre. Un humain peut très bien atteindre cet état, atteindre l'état littéralement de moksha, c'est possible. Parce que l'humain lambda confond ce qu'il pense être ce qu'il est. L'humain lambda est justement comme une chenille qui n'a pas complètement brisé sa chrysalide.
Ok, moksha, c'est le but de toute conscience, d'aller se dissoudre dans la conscience universelle source, oui. C'est comme si chaque humain était une goutte d'eau de l'océan. Moksha revient dans l'océan, en gros. Ouais, c'est un peu ça. C'est l'état, on va dire, de dissolution. L'objectif serait de faire la dissolution en gardant sa conscience incarnée. À ce moment-là, c'est là où quelqu'un va commencer à manifester ses capacités, on va dire que oui, il est divin. En fait, il ne fait que vous rappeler ce que vous êtes tous. Il devient, on va dire, c'est comment dire ça? Il devient un point d'entrée par lequel le code source de la réalité peut agir et commencer à manifester ce qu'on va appeler des miracles. Mais il n'y a pas de miracle en tant que tel. C'est quand... Ok, c'est fait. Bonjour à toi, ZRD. Alors, ça fait 1h30 qu'on est en live. Moi, je vais vous le laisser. Hein. La conscience est un état qui, dans certains... ouais, c'est au-dessus d'une conscience divine. Déjà, là, une conscience divine, par définition, elle est dans un état de présence absolue. Une conscience divine est présente partout, son principe se manifeste. Ça veut dire que, bon, imaginons la divinité du feu, tout ce qui va être de près ou de loin sur ce feu, le feu, la chaleur, etc., etc., ça sera l'expression de la divinité du feu. Et c'est vrai que le feu, la chaleur s'expriment dans tellement d'êtres et de réalités différentes, il y a une conscience qui est omniverselle, partout, entre tout être. Donc en vérité, cet état, on va dire, ça serait plutôt comparatif au Brahman, si on veut, un Brahman défini par rapport à la fonction qu'incarne un principe. Après, moksha, ce serait littéralement l'être qui n'est plus limité à son propre principe, mais qui devient simplement le pur flux. Tu vas mettre l'enseignement d'aujourd'hui, j'ai encore atterri sur lui. Bah, j'ai vu ton commentaire la dernière fois sur YouTube, Gwenola, mais ouais, je veux ça, celui-là, il va venir. Là, j'ai posté un autre live, je recommence à poster, t'inquiète pas. Ça va venir. Je me lève souvent le matin avec des mots bien dans mon esprit sur l'énergie. Intéressant. Quand tu viens en fait de te lever le matin, il faut savoir que tu as ce qu'on appelle l'état hypnopompique. Et dans cet état, ta conscience, elle se trouve aux approches comment on appelle ça? Entre alpha et theta. Ce qui veut dire que tu as un esprit très réceptif aux informations, même d'autres plans. Et ce genre d'infos, tu peux considérer ça comme un message qui t'a été transmis et il faut analyser sa symbolique. Comment savoir si on est un sorcier ou pas? Il faut voir ta vie en fait, pour être conscient du point de vue de ce flux. Il faut être ce flux, donc l'humain. L'humain n'a pas pour vocation à rester ce qu'il est. L'erreur, c'est de penser que tu es humain, tu vas rester humain. Non. L'humain, ce n'est pas un être, c'est une étape. Quand tu regardes l'être humain, contrairement à la plupart des autres animaux, il n'est pas complet. Il a la plasticité cérébrale toute sa vie, ce qui n'est pas le cas chez les autres formes de vie, qui, elles, peuvent développer, continuer à apprendre, certes, moins, mais elles sont définies, elles ont leur instinct, leur fonction, leur comportement. L'humain est comme un enfant qui n'a pas terminé sa croissance. Quand tu regardes même, on dirait un fœtus. Il n'a pas de poils, il est tendre, etc. Donc, il n'est pas complet. C'est simplement, il doit atteindre sa complétude. Quand tu vas vers le Brahman, tu es plus humain. En fait, l'ego se transmute parce que l'ego, fondamentalement, dans un but simple, il est la conscientisation que tu es un être spécifique. Mais au bout d'un moment, l'ego, ça devient juste un point d'accroche pour te représenter. Tu t'identifies plus du tout à lui. Mais après, c'est tout un mécanisme. Bref, le mental disparaît jusqu'à ce que tu reviens dans ton corps. Bah, après, le but, c'est de maintenir cet état de conscience en étant là. Par exemple, si on prend l'exemple tout bête dans un manga, allez, dans Dragon Ball Super, on a Goku qui part de l'Ultra Instinct. L'Ultra Instinct, ça peut être comparé littéralement à ça, hein, un état de pure présence, où le corps bouge par automatisme et tu n'es plus vraiment là. C'est un peu ça, quoi. C'est un flux qui s'exprime. Alors, ZRD, pour savoir qu'on n'est pas ensorcelé, si t'es ensorcelé, il faut voir. Est-ce que tu fais des cauchemars à répétition? Et je précise qu'il faut que psychiatriquement tout va bien et médicalement aussi. Si par exemple tu as une malchance chronique, ce genre de phénomènes permettent souvent de savoir qu'il y a des problèmes, des fatigues inexpliquées, etc. Bon, ouais. Ceci étant dit. Ok, ok. Alors, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. Je dois répondre à un message. Euh, oui, j'ai bien vu.
Ok, le live. Parfait. D'ailleurs, les animaux dans la suite des événements seront comme nous, et ainsi de suite. On va atteindre le plus haut niveau de conscience, on va dire ouais. Est-ce que le chemin de vie existe vraiment? Ouais, ça existe. Mais en fait, quand on parle de chemin de vie, on va prendre des nombres singuliers, on va pas les 33, les 11, enfin, on va prendre des chiffres, pas des nombres en fait. On va être 100% éthérique plus tard. Viendra un temps, ouais, on pourra être complètement éthérique, hein. Ça viendra. Après, à partir de là, ça permettra de faire des choses comme par exemple, les gens veulent faire le voyage spatial, mais tu peux pas faire vraiment le voyage spatial si tu maîtrises pas l'éthérique. C'est pas possible. Magnifique. Du coup, euh, à voir, hein. Il sera techniquement possible de faire en sorte que l'humanité atteigne son plein potentiel en quelques millénaires. En tout cas, moi j'ai bon espoir de y arriver. Je considère que l'être humain actuellement, c'est un peu une parodie de ce qu'il pourrait être. Donc, bref, c'est triste, mais c'est possible de faire mieux. Ceci étant dit, alors ça doit faire 1h40 que je suis en live, bientôt. Moi, je vais vous laisser. Merci de m'avoir soutenu dans ce live, merci de l'avoir donné de la force, d'avoir aimé, partagé, enregistré, plutôt, ouais, republié, vous être abonné, d'avoir fait des cadeaux et d'avoir commenté dans le respect de l'importance de la bonne humeur. Merci de donner de la force à ma chaîne TikTok, à mes vidéos, en aimant, partageant, enregistrant, commentant, republiant. De la même manière, merci de faire pareil avec mes autres chaînes. Vous avez mon lien en description. Vous pouvez accéder à mon YouTube, mon Telegram, mon Instagram, mon Facebook, mon LinkedIn. Vous pouvez donner de la force là-bas. Et les rediffusions de live se trouvent là-bas là aussi. Merci à toi. Merci, hein, au plaisir. Bonne journée à tous et à toutes, hein. C'est vrai, on pourra accélérer si la surconscience. Bah, en vérité, une espèce qui devient complètement supraconsciente devient une civilisation de type 1, très rapidement. Donc, capable de gérer les. Parce qu'à partir du moment où les individus sont conscients qu'ils sont, ne sont pas que leur corps physique, mais qu'ils ont des capacités qui dépassent leur corps de chair, alors ça change radicalement la donne, hein. Il y a beaucoup de trucs dans lesquels on ne serait plus. Ça, je vous le dis. Peut-être on fera un live sur ça plus tard. Ah oui, il faudrait. Après, que les humains aillent vers un même objectif, il faut savoir qu'en tant qu'être grégaire, les humains ont cette tendance-là. Et des humains qui atteignent un niveau de conscience supérieur, il y aura forcément des dissensions, comme toujours. Parce que chacun va vouloir un objectif, mais il y aura littéralement des groupes d'âmes, des gens qui vont se réunir pour avoir certains objectifs à réaliser. Donc techniquement, on va avancer plus. On aura un niveau technologique et autres supérieur. Mais bon, effectivement, faut pas non plus se leurrer. Si on vous dit dans les textes, on code l'information en disant que les divinités elles-mêmes se font la guerre, bon, c'est pas exactement ça. C'est pas que ils sont pas contents là-dessus, ce sont des principes agissants. Mais c'est pour vous faire comprendre que que la friction est essentielle à l'existence et c'est normal. Bref, sur ce, bonne journée à tous et à toutes. Merci de votre soutien. Merci aux personnes qui me font confiance et qui passe justement en privé pour prendre de mes services ou qui réserve des constations via mon lien ou achète mon livre. Sur ce, bonne soirée à tous. Bah, la dualité est un peu inévitable vu que quand tu prends forme, hein. Alors, alors c'est quoi ta question? Rapidement, avant que je termine, parce que là, ça va faire bientôt 1h40, là. J'ai pas envie non plus de trop m'éterniser. Et j'ai vu Gwenola, j'ai vu d'autres personnes, je crois que c'est Fatima qui voulait prendre des rendez-vous avec moi. Vous pouvez toujours, hein, je précise. Contactez-moi en privé au besoin. Donc ouais, c'est quoi ta question? Ben, t'as pas vraiment de mon profil là. Quoi, ça? Alors, j'ai rêvé qu'on me, alors, attends, quoi? On me tirait mon âme lorsque je dormais et je voyais trouble flou et c'était forcé. Ah, ça veut dire que quelqu'un qui t'a attaqué dans le plan occulte. Effectivement, on peut extraire le corps astral de force d'une personne. Si on a réussi à passer toutes ses défenses. Ça veut dire que toi, dans une situation, sans vouloir te faire peur, t'es un peu dans la sauce, quoi. Non, bah, Azure Arise, c'est pas exactement ça, parce que si la norme évolutive est bonne, une conscience basse ne permet pas en vérité une évolution très élevée. Parce qu'un individu qui a une conscience basse
ne peut pas voir aussi loin, voir toutes les possibilités. Il pourra permettre une évolution, mais il va être restreint par les contraintes matérielles, par son état de conscience. Oui, si les gens veulent évoluer, mais effectivement, ça donnera sur des bonnes choses. Mais un état de conscience supérieur aidera forcément. Et le truc, c'est que, bah, niveau de conscience, qui dit niveau de conscience bas, dit des réactions très ancrées dans ce qu'on appelle l'ego, quoi. Comme si mon corps sentait. Ouais, c'est pas bon ça, mon gars. Bonjour, Yum. Si tous les humains sont. Alors, bon. Moi, je terminerai là-dessus. J22, il faut pas oublier que les gens qu'on appelle les hyperconscients, ils ont beau avoir une forme de supraconscience, ils passent parfois par d'autres méthodes, mais ils n'ont pas forcément de but d'aider les gens, en fait. Bref, moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée.